bienvenue à la première séance d'art en cours, un séminaire organisé par le groupe de recherche absolument contemporain, dont je fais partie, Diana Bioldi, Anna Inter, Morgane Walter et Hélène Joyeux. Ce soir, nous accueillons Valérie Didelon, architecte, critique d'architecture et cofondateur de la revue Criticat. Donc, le format du séminaire prévoit une petite entrée en matière avec la présentation d'un travail qui a été réalisé par l'intervenant. Donc, ce soir, en l'occurrence, il s'agira de la présentation de deux articles qui ont été écrits par Valérie Didelon à 10 ans de distance environ. Je vais prendre le mouse pour changer. Voilà. À propos notamment de la rénovation du Palais de Tokyo. Donc, rénovation qui a été effectuée en deux phases, en 2002 et en 2012, et qui en effet sollicite pas mal d'interrogations, notamment par rapport à l'esthétique de la friche, voire du squat, et ses liens avec une éventuelle idée d'architecture relationnelle. Donc, on prendra en considération deux différents articles. Le premier a été publié en automne 2002 sur Le Visiteur, l'économie de l'architecture à propos de la rénovation du Palais de Tokyo. Et le deuxième, Terra Incognita, Lacaton et Vassal, Palais de Tokyo, publié sur Architectura Viva, numéro 13, une dizaine d'années plus tard. Donc juste pour la petite histoire, le Palais de Tokyo est un bâtiment qui a été bâti à l'occasion de l'exposition internationale de 1937. C'est un bâtiment dont la construction a été réalisée par Jean-Claude Dondel et André Aubert, épaulé par Paul Viard et Marcel Dastug, qui avaient remporté un concours qui voyait comme participants entre autres aussi Robert Mann et Stevens et Les Corbusier. C'était une manifestation qui avait eu un énorme succès du public, donc 3 millions de visiteurs en 6 mois. Et à cette occasion-là, donc, on avait bâti les deux bâtiments spéculaires qui sont aujourd'hui le Palais de Tokyo et les musées d'art moderne. Donc la rénovation du Palais de Tokyo a été effectuée effectivement en deux phases. Elle est partie d'un état des lieux assez particulier. Disons que le Palais de Tokyo donc, avait commencé à être renouvelé, avait passé différentes phases, donc on ne savait pas trop quoi en faire. À un moment, on s'était dit que ça allait devenir un palais du cinéma. On avait commencé les travaux de rénovation qui s'étaient interrompus aux années 90, si je ne me trompe pas. Donc, Lacaton et Vassal, l'agence Lacaton et Vassal, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, gagnent ce concours et se retrouvent avec un bâtiment qui est déjà en état de friche, où on a déjà retiré toute une partie des ornements et on n'a pas recommencé effectivement à construire. Donc, c'est à partir de cet état des lieux qu'entre 1999 et 2002, on a rénové 808 000 m² et ensuite, dans une deuxième phase, 16 000 m² pour la deuxième réouverture en 2012. Donc, les deux articles ont un but commun. Ça part du constat que Lacaton et Vassal sont un couple d'architectes qui ont une philosophie assez particulière qui met en avant l'idée d'économie. Une économie qui va à l'encontre d'une situation de crise, mais aussi donc d'exploiter une économie du moyen. Donc, ça leur arrivait, c'est très souvent, par exemple, de livrer des bâtiments plus grands que prévu à un coût réduit par rapport à ce qu'on leur avait demandé. L'un de leurs déclarations cite notamment les coûts, économies, des moyens justes, les moins chers possibles pour construire plus. Donc le propos général des deux articles est effectivement celle de questionner cette idée d'économie de l'architecture qui fait l'unanimité, parce qu'effectivement va à la rencontre de beaucoup d'intérêts aussi. Et donc pourquoi l'architecture devrait-elle être économique? Les faibles coûts d'un bâtiment lui conféreraient-ils une vertu particulière? Donc l'idée est à la fois de savoir quels sont les enjeux de cette économie des moyens, jusqu'à se questionner sur l'éventualité d'une économie de l'architecture dont le Palais de Tokyo pourrait être une manifestation. Donc en effet, les deux articles, surtout le premier, se constituent comme une sorte de visite du Palais de Tokyo. Donc on découvre au fur et à mesure de la visite les différentes analyses du lieu. On part donc par les constats que d'ailleurs rien n'a changé, si c'est en 2002, si ce n'est quelques grandes affiches, et du fait que quand on rentre, on a effectivement la sensation d'être dans un espace incertain qui pourrait facilement être comparé à une sorte de friche industrielle. Donc je cite des débuts des articles, mur, sol, plafond, tout paraît encore un chantier, l'ensemble respire le bricolage. Une friche, un vaste espace encombré de tout un tas de choses plus ou moins identifiables, où une place très particulière est jouée par tous les outillages techniques qui manifestent en quelque sorte la mise aux normes du bâtiment. Donc en quelque sorte, Lacaton et Vassal se sont battus pour que rien n'échange. Donc ils ont fait en sorte, par exemple, le bâtiment ne subisse pas un traitement de flocage. Ils ont inséré tout un tas de boîtiers électriques, donc ils ont mis aux normes le bâtiment. Ça a effectivement touché son apparence esthétique. Donc l'architecture nouvelle va surgir à l'improviste, éclatante et écarlate, sous la forme d'un extincteur. Dans ces paysages intérieurs au contour incertain, vices des formes et dispositifs techniques résument donc toute l'architecture, ils en sont en quelque sorte des monuments. Cette idée des monuments est donc dans l'article, il y a un excursus qui reprend l'idée des monuments qui était déjà celle de Robert Smithson, donc l'idée d'une ruine moderne, une ruine qui ruine au moment même
et par sa propre destruction. Et il est mis en relation aussi avec la réflexion de Robert Smithson sur l'idée de site. Donc les sites comme espaces périphériques, illimités et dispersés. Donc les palais Tokyo, effectivement, se construiraient autour de cette idée d'un espace qui se veut un espace incertain, soit une sorte de terre incognita. Or, ce qu'on met en avant comme métaphore par rapport à cette construction, c'est l'idée de la métaphore de la friche, voire de spot d'artiste. Or, ce qui est intéressant à remarquer ici, qu'il s'agit en effet d'un imaginaire de spot d'artiste qui est entretenu. Il est le fruit quand même de l'intentionnalité, si ce n'est d'une mise en scène. Ou en tout cas, on pourrait se demander comment on peut effectivement organiser et entretenir un état d'entropie. Donc ce restaurant aux allures de réfectoire crade, sa librairie en forme de poulailler grillagé, tout est pensé pour rassembler un impensé. Vouloir ne rassembler à rien, c'est déjà vouloir rassembler à quelque chose. Donc l'architecture trash du site des créations contemporaines permet à cette institution d'avoir l'air d'être pas en être une. En effet, le fait d'avoir voulu réaliser ces bâtiments comme une friche n'est pas, à l'abri d'un certain portée symbolique. C'est en effet celui de vouloir concrétiser dans l'architecture l'image du laboratoire, l'image du lieu constamment en train de changer, constamment en train d'évoluer. Or, c'était peut-être le cas pour la première rénovation de 2002, parce qu'effectivement, au début, les palais Tokyo n'avaient pas pour vocation celle de durer très longtemps. Mais le fait que la deuxième phase de la mise en œuvre ait encore continué cette métaphore d'instabilité prend des significations qui sont complètement autres. Donc, ces types de rénovation, c'est donc une rénovation qui, en quelque sorte, fait l'économie de l'architecture. Ce qu'on peut tirer comme idée, c'est, en la mettant en parallèle avec l'esthétique relationnelle, dont Nicolas Bourriaud était en effet l'un des grands fondateurs, la métaphore de l'architecture comme une discipline qui se met à l'écart, car tout se passe ailleurs, dans les usages plus que dans les cadres. Donc les palais de Tokyo, serait un sort de cadre minimum qui serait construit pour garantir la maximisation des usages possibles. Donc au sein de l'article, on considère en effet les liens possibles qu'il pourrait y avoir entre la volonté de Nicolas Bourriaud, la théorisation de l'esthétique relationnelle, qui est en effet une mouvance artistique qui présuppose que l'essence de la pratique artistique réside dans l'invention des relations entre des sujets, et donc chaque œuvre d'art particulière serait la proposition d'habiter un monde en commun. Donc l'idée qu'en quelque sorte l'œuvre d'art perdrait d'importance du point de vue physique pour donner une importance maximale à l'idée des usages, à l'idée des fonctions. Or, la métaphore qui est derrière pourrait être reliée par exemple au modèle du Fan Palace de Edelweiss, donc l'idée d'un espace le plus possible changeant, le plus possible flexible, qui serait construit pour pouvoir effectivement abriter une programmation qui définit en elle-même la nature de l'espace. Donc d'une part, on a cette métaphore, c'est donc pas peut-être un hasard qu'on ait choisi des architectes qui ont produit un projet qui s'efface autant, dans un moment où en effet l'esthétique relationnelle imprégnait profondément la politique du Palais Tokyo, parce que Nicolas Bourriaud, avec Jérôme Sens, en était l'un des directeurs. D'autre part, un autre porté est celui de considérer que dans l'esthétique relationnelle, la notion d'habitation du monde est très importante, parfois au profit même de l'idée du changement de ces mondes. Donc, Nicolas Bourriaud affirme qu'il faut apprendre à mieux habiter les mondes, au lieu de chercher à les construire d'après une idée préconçue de l'évolution historique. Et là, on voit en quelque sorte une retombée possible de l'intervention minimale de Lacaton et Vassal. Donc, en quelque sorte, cette apologie de l'économa et donc de l'intervention minimale pourrait aussi être lue comme une apologie du status quo. Donc, comment on peut faire la part des choses? Et c'est donc dans cette deuxième partie de l'article, et en général de la réflexion, qu'on essaye d'envisager une instrumentalisation possible de cette philosophie de l'économie des moyens. C'est-à-dire que, bien sûr, Lacaton et Vassal sont des architectes qui portent de manière très éthique leurs interventions. Il aurait par exemple déjà arrivé de ne pas intervenir dans des places comme dans la place Léon à Lyon. À Bordeaux, pardon. En revanche, c'est vrai que ce type d'intervention peut profiter beaucoup de monde. Peut profiter par exemple des investisseurs qui étaient ravis de voir qu'une rénovation aussi grande a coûté si peu cher. On considère autour de 380 € le mètre carré, donc c'est peut-être moins cher aussi que de rénover un appartement. Et ça ravissait aussi ça ravissait aussi les directeurs de l'époque qui pouvaient déclarer de manière orgueilleuse, ici ce n'est pas une joaillerie, c'est un marché ouvert. Or, par rapport à en quelque sorte, le développement lifestyle du Palais Tokyo d'aujourd'hui, qui représente quand même aussi un lieu à l'avant-garde par rapport au modèle économique mixte public-privé, c'est sûr que ça pose quand même des questions. Et donc la conclusion en est, il y a deux conclusions des deux différentes
Les premiers portent sur l'idée que cette rénovation pourrait aussi être lue comme un recyclage. Donc le succès du recyclage du Palais Tokyo repose grandement sur la qualité de l'objet qu'on leur a légué. Rénover, modifier et savoir ne rien faire est une posture honorable, mais on peut s'interroger sur les limites d'une idéologie qui repose à ses points sur le déjà dit et qui risque de s'avérer incapable de produire aujourd'hui les bâtiments nouveaux qui feront les réhabilitations de demain. Et d'autre part, dans le deuxième article, donc, qui suit à 10 ans plus tard et qui reprend donc l'idée des terres incognita, une autre conclusion possible qui est en effet celle de considérer que ces maintiens du charme fou de cette friche produit au final grâce au jeu des chiaroscuro qui sont savamment entretenus un effet spectaculaire qui est presque encore plus impactant que celui de beaucoup de bâtiments de sa architecture. Donc l'idée serait celle d'une sorte de disneyification ou théâtralisation de l'esthétique de la friche industrielle qui pourrait en effet donner l'image d'une institution qui continue sans cesse à se renouveler indépendamment de sa programmation. Est-ce que j'ai bien... Parfaitement résumé. Voilà, donc on finit la présentation. Valérie Didelon, si vous êtes ici, vous savez très bien qui c'est. En tout cas, il va se présenter lui-même. Donc diplômé de l'école d'architecture de Normandie en 1998 et docteur de l'université Paria. Critique d'architecture pour beaucoup d'architecture, des revues d'architecture. Actuellement professeur titulaire à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais et chercheur au laboratoire AXE, cofondateur entre autres de la revue Criticat. Je lui laisse la parole. Donc, bon, j'ai pas d'habitude et pas particulièrement le goût de parler de moi-même, donc c'est toujours un peu bizarre de présenter son parcours. Donc je vais essayer de le faire tout de même. Donc en fait, cette présentation, elle prend place dans le cadre d'un séminaire organisé par la Sorbonne. Alors la Sorbonne, c'est un endroit que j'ai fréquenté puisque c'est là où j'ai passé ma thèse et où aujourd'hui je prépare une habilitation à diriger des recherches. En même temps, ma formation, c'est pas une formation universitaire originellement, puisque moi j'ai plutôt fréquenté les écoles d'architecture et j'ai été donc diplômé architecte des PLG en 1998. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les écoles d'architecture, c'est pas du tout des endroits qui préparent à faire de la recherche. Hein. C'est des endroits qui préparent à la maîtrise d'œuvre et très particulièrement à la maîtrise d'œuvre libérale, c'est-à-dire à l'intérieur du monde de l'architecture, quand même quelque chose de très précis, de très particulier. Et c'est seulement depuis quelques années que, voilà, dans les écoles d'architecture, on commence à imaginer de pouvoir former les gens à autre chose, et notamment à la recherche. Donc c'était pas du tout une voie de départ pour moi. Bon, je ne reviendrai pas pourquoi j'ai fait des études d'architecture, je ne sais même pas très bien pourquoi en fait à la base, mais c'est pas très important. Alors mes études, je les ai faites dans plusieurs endroits. Je les ai commencées à l'école d'architecture de Rouen, et en fait j'ai été à Bordeaux aussi. Mais je les ai terminées à Delft, aux Pays-Bas. Et ça, c'est important parce que j'ai vécu pendant 5 ans à Rotterdam, entre 1995 et 2000. Et j'ai travaillé comme architecte dans une grande agence à Rotterdam. Et après, dans la suite de ce travail comme architecte, j'ai monté une structure avec des amis, ce qui aurait pu devenir un jour une agence. J'ai gagné un concours, j'ai fait 2 expositions. Et en gros, j'ai eu la chance de participer avec quelques autres à ce qui a été des années extrêmement fastes pour les architectes à Rotterdam, donc à la fin des années 90. Il y a beaucoup d'opportunités, énormément d'opportunités professionnelles, la possibilité de travailler dans les meilleures agences, de fixer soi-même son salaire, de faire des très bons projets. Enfin, c'était absolument merveilleux, il se passait plein de choses, il y avait des conférences en permanence, plein de livres intéressants qui paraissaient. C'était donc tout a priori pour être heureux, et donc pour devenir un architecte heureux là-dedans. Et c'est là peut-être que je suis un peu bizarre, c'est que tout ça m'a paru un peu suspect. Et j'ai pas très bien aimé ça en fait. J'ai trouvé que cet emballement généralisé, cette production frénétique, elle posait problème. Je voyais des choses que j'avais l'impression que mes camarades ne voyaient pas forcément, qu'on était en train de construire beaucoup de choses qu'on allait regretter, et que surtout on produisait beaucoup sans réfléchir à ce qu'on produisait, quoi. C'est-à-dire que devant
devant les perspectives d'avenir pour des jeunes architectes qu'on était, on oubliait un peu notre esprit critique. Et ça me posait un peu un problème. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette structure qu'on avait créée, qui s'appelait le Zoom, avec laquelle donc, on avait gagné un concours important, etc. En fait, on s'est réunis un jour et on a décidé de la dissoudre et d'y mettre un terme. Et on était 5 et on a tous suivi des voies différentes. Mais on a mis un terme à cette histoire, en fait. Voilà, devant la perspective plutôt d'un succès à très court terme qui nous guettait. On était en train de nous proposer de faire des choses importantes, de construire plein de logements, etc. Et on n'a pas voulu faire ça, quoi. Et donc, c'est un moment où j'ai décidé de revenir vivre en France. Et sur la base un peu donc, de cette désillusion, mais sans très bien pouvoir formuler exactement ce que je comptais faire de ça. Et j'avais pas vraiment de projet précis par rapport à cette question. Les perspectives professionnelles étaient moins intéressantes en France, quoique pas mauvaises non plus, quand je suis revenu en 2001 à Paris. Mais en fait, c'était plus ça qui m'intéressait. Alors, c'est une période en fait, où j'ai beaucoup lu, et notamment ce livre qui m'a beaucoup marqué. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans le livre de Boltanski, c'était son travail sur l'évolution du capitalisme et surtout le rapport du capitalisme à la critique, et où le fait qu'il déplaçait la question de ce qu'on pouvait, de ce qu'un bon marxiste traditionnel aurait pensé être la crise du capitalisme, en passant à la crise de la critique, en fait. Et surtout des rapports, en fait, finalement, que Boltanski soulignait entre la critique et le développement du capitalisme. Et je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'extrêmement intelligent, extrêmement brillant, et qui renouvelait complètement peut-être une manière d'être critique sur le monde tel qu'il se développait. Et puis, il y a plein de moments dans ce livre où c'était pas écrit comme ça, mais où moi je lisais des choses qui renvoyaient à la production de l'environnement construit, donc à l'architecture, à l'urbanisme, etc., quoi. Et donc je voyais une manière peut-être de relire justement peut-être cette production frénétique par le capitalisme de la Hollande contemporaine. Je voyais ça sous un autre angle en lisant Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Et donc je ne me suis pas arrêté là, et en fait j'ai pris mon courage à deux mains, et un jour je me suis glissé au fond de la salle du séminaire de Luc Boltanski à l'EHESS, et j'ai fait ça pendant 3 ans. En 3 ans j'y suis allé, j'étais même pas auditeur libre, rien du tout, mais j'y allais toutes les semaines. J'ai fini par me faire quelques amis, rencontrer des gens. Un jour Boltanski il est venu me demander ce que je faisais là, qui j'étais, et puis après 15 jours plus tard il m'a fait venir dans son bureau, on a discuté, etc. Et en fait, voilà, j'ai appris plein de choses. J'ai découvert un tout autre monde. Je pense que c'était un monde que quelque part je cherchais depuis longtemps, que je n'avais pas trouvé à l'école d'architecture. C'est une très haute ambition intellectuelle. J'avais vraiment l'impression d'être dans une salle où la pensée se faisait. Et j'ai eu la chance d'assister à des choses assez formidables, enfin des échanges entre Latour et Boltanski, assez dantesques, une espèce de petites bagarres des doctorants des deux camps, et de participer à tout ça, c'était très enthousiasmant. Enfin, ça donnait vraiment envie voilà, de participer de cette aventure intellectuelle. Et donc je me suis inscrit j'ai compris qu'il fallait que je fasse une thèse, donc je me suis inscrit en DEA, puis en thèse. Et alors c'est un peu particulier parce que je me suis inscrit en thèse à la Sorbonne pour des raisons pratiques, avec quelqu'un que je connaissais, mais en fait mon intérêt était à l'école des hautes études, donc ça n'a pas été sans poser quelques tiraillements, cette double appartenance quelque part. Et toujours est-il que donc, alors ma thèse, du coup, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé à un autre livre. Je me suis intéressé à un livre, ce qui n'était pas évident parce que c'était une thèse d'histoire de l'art, et donc je suis architecte, donc on aurait pu penser que je me serais intéressé à un bâtiment ou à un architecte, à sa production, etc. Alors je me suis intéressé à un livre d'architecte, mais je me suis quand même intéressé à un livre, donc ce livre, Learning from Las Vegas,
Alors qu'il y a un livre qui est très très connu pour les architectes, donc qui a été écrit par un couple d'architectes américains au tournant des années 70, Robert Venturi et Dennis Scott Brown. Et le lien très direct avec ce dont je parlais avant, c'est que ce livre a pour objet la manifestation la plus éclatante du capitalisme américain, qui est la ville de Las Vegas. On pourrait dire que le paysage de Las Vegas, le paysage du strip de Las Vegas, c'est le capitalisme construit, quoi. Et donc, alors bon, maintenant je dis tout ça a posteriori, je fais de la post-rationalisation, mais évidemment, mon idée, ça devait être de relire tout ça à l'aune du nouvel esprit du capitalisme, de Boltanski et de la sociologie de la justification, etc. Et donc, ce qui m'intéressait aussi, c'était ce livre, c'est pas tant une apologie de ce paysage commercial américain, finalement, qu'une tentative de comprendre, en allant regarder là où personne ne voulait aller, parce que ça, c'est ça qui est intéressant dans la démarche des Venturi, c'est que c'était une ville où jamais un architecte n'aurait mis les pieds, c'était le contraire de ce qu'il fallait aller voir. Et ces gens-là y ont été, et justement, en faisant ça, ils ont complètement renouvelé le regard sur l'architecture au tournant des années 70. Et je veux dire que c'était alors. C'est peut-être un peu comme mon histoire de partir de Hollande quand tout va bien, en fait. Je me suis intéressé aussi à un livre que j'avais détesté. C'est un livre que j'avais lu, bien sûr, comme tous les étudiants en architecture, j'étais en première année ou en deuxième année, et j'avais trouvé ça atroce, parce que j'avais trouvé que c'était une apologie du capitalisme, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais il y a un problème, quoi. Enfin, le fait que je déteste ça, c'est peut-être une lecture un peu primaire, un peu idiote, et que voilà, il est peut-être temps maintenant, étant un peu plus outillé intellectuellement, de relire ce livre autrement, quoi. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce sentiment qui avait été le mien, de rejet, de détestation de ce livre, dès que j'ai commencé à l'étudier, je me suis rendu compte qu'il avait été détesté exactement de la même manière historiquement, au moment de sa publication par les gens, exactement pour les mêmes raisons que moi-même je l'avais détesté. Mais bon, tout ça a été logique, puisque je le détestais parce que mes professeurs m'avaient dit que c'était pas bien, et eux-mêmes avaient détesté ce livre, donc l'histoire se poursuivait, etc. Donc il était temps peut-être d'arrêter d'être un acteur pour devenir un observateur de cette détestation et de cette controverse. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je vais un peu quand même essayer de dire ce que j'ai essayé de faire dans ce travail de recherche. Donc c'est un livre qui est très très présent dans la culture des architectes aujourd'hui, bien que ce soit un livre assez ancien maintenant. Et il me semble que cette présence est un gros problème. C'est-à-dire qu'étant un livre présent, c'est un livre qui est lu comme un livre de théorie. C'est-à-dire que c'est un livre dont le contenu est pris comme de la théorie qu'on pourrait appliquer, analyser aujourd'hui. Et il y a une chose qui n'est pas faite en général, ou en tout cas qui n'était pas faite au moment où moi je me suis intéressé à ce livre, donc ça a commencé en 2003, 2004, il y a 10 ans quoi, à peu près, c'est que ce livre n'était plus jamais regardé comme un objet historique, quoi. Il était toujours complètement décontextualisé, déshistoricisé et totalement vu du point de vue, alors notamment aux États-Unis, de la theory, et donc jamais dans le champ de l'histoire. Et moi, ce qui me paraissait intéressant, c'était de le regarder comme historien, en fait, quoi. Donc de le remettre dans l'histoire et d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Donc en fait, je me suis lancé en gros dans une étude historiciste de Learning from Las Vegas. C'est-à-dire, c'était regarder en ironie comment ce livre s'était construit. Donc arrêter de le regarder dans son essence, arrêter d'essayer de qu'est-ce que ça veut dire, mais de se demander comment ce livre est devenu ce qu'il est. Alors il se trouve que c'est très indiqué pour ce livre, parce que c'est un livre qui a été écrit 3 fois. Ça a d'abord été un article, puis un premier livre, celui-là, l'article en 1968, ce livre en 1972, et une édition paperback en 1977 qui est très différente. Et donc ces 3 versions très différentes font que ce livre est une vraie construction historique, quoi. Et que ces 3 éditions ont été extrêmement reçues et critiquées. Et que les auteurs ont complètement modifié ce livre au gré de la controverse dans laquelle les éditions successives étaient prises. Donc c'était une sorte de cas d'école parfaite
de la construction historique d'une pensée et d'un ouvrage. Et ce qui est très intéressant, c'est que son auteur principal, Robert Venturi, c'est quelqu'un qui, du point de vue de la théorie de l'architecture, au cœur de sa pensée, il y a l'idée que les bâtiments changent de signification au gré du temps et de leur vie. En fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une signification, il n'y a pas quelque chose d'essentiel dans les bâtiments, en fait. C'est leur contexte qui leur donne leur sens. Et donc, tout d'un coup, quand on réfléchit à ce qu'il dit sur l'architecture et qu'on regarde son propre livre, on se dit, ben oui, mais du coup, est-ce que le sens de ce livre n'est pas aussi une construction historique dans le temps, etc. Donc, il y avait une sorte de... il y a eu un moment, alors là aussi, je fais de la post-rationalisation, où j'ai vu de la cohérence dans la manière dont il fallait regarder ce livre et ce que son principal auteur disait de l'architecture. En fait. Donc, je me suis dit ce qu'il fallait, c'était expliciter ce processus historique qui avait contribué à fabriquer ce livre. Donc, en faisant ça, en ayant cette approche historiciste, le but c'était pas du tout d'enfermer ce livre dans le passé, c'était pas de dire c'est un livre du passé, de l'histoire. Il me semblait que c'était de faire exactement le contraire, c'est-à-dire c'était le libérer d'une lecture univoque au présent, quoi. C'est-à-dire cette lecture théorique. Parce qu'en fait, cette lecture théorique, elle bloquait tout, quoi. Et en revenant sur les vicissitudes de la fabrication de ce livre, il me semblait que ça devenait possible de le re-rendre disponible pour d'autres interprétations, etc. C'était de le re-rendre vivant. Alors là, j'ai rien inventé, c'est en fait la déconstruction des classiques, quoi. Un classique, c'est un livre qu'on ne lit plus, quoi. Un livre dont le sens est totalement consensuel, figé, etc. Et moi, il me semble qu'un classique, on ne peut rien en faire. Mais si on déconstruit un classique, il peut redevenir un livre contemporain, un livre d'usage. Et c'est aussi ce que je voulais faire avec Learning from Las Vegas. Donc j'ai privilégié bien sûr donc plutôt l'histoire à la théorie dans mon étude, et donc je me suis éloigné d'une approche essentialiste qui amène à penser que tout est dans le livre, quoi, et qu'il faut comprendre le sens, les sous-sens, les allusions, etc. Et donc c'est là, alors j'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas, hein, qui est le monde de la théorie de la réception, de Jauss, de tous ces gens-là, et qui explique qu'un livre, ça n'existe que parce que c'est lu, et donc c'est coproduit par ses auteurs et ses lecteurs. Alors ça c'est vrai pour n'importe quel ouvrage, mais alors c'était encore plus vrai pour Learning from Las Vegas, puisqu'en fait c'est un livre, alors ça je ne l'ai pas dit, mais si je vais vous montrer une image, comme ça sera plus explicite. C'est une double page, alors c'est un très très beau livre, hein. Ça aussi je ne peux pas dire qu'à un moment c'est pas quelque chose qui a pu jouer dans mon intérêt, c'est probablement un des plus beaux livres d'architecture qui a été écrit au XXe siècle. Et donc, je me suis dit que tout n'était pas à l'intérieur du livre et que beaucoup appartenait au lecteur, à la réception. Et cette réception, elle est considérable pour Learning from Las Vegas parce que c'est un livre qui a engendré plus de 80 voire 90 articles en moins d'une dizaine d'années spécifiques sur sa réception. Si on cherche l'autre livre d'architecture qui a le plus fait parler de lui, on tombe plutôt à quelque chose qui est de l'ordre de 15 à 20 textes. Donc c'est un livre qui a fait énormément parler de lui, ça a duré 10 ans. Et alors bon, dans ma thèse, je cite, enfin, il y a tout un tas de citations assez géniales. On dit qu'à New York, à une époque, on ne pouvait pas sortir dans un dîner en ville sans que les gens s'entretuent à propos de Learning from Las Vegas, de savoir à quel point c'était horrible, ou au contraire c'était visionnaire. Et apparemment, ça a occupé toutes les discussions à Manhattan dans les milieux de l'architecture, etc. Et ça pendant des années. Donc c'est une chose un peu inimaginable. Mais donc par rapport à cette question de regarder cet ouvrage du point de vue de la théorie de la réception, c'est un cas parfait. Il y a tout, il y a plusieurs éditions, il y a plusieurs moments de production, entrecoupés de séquences de réception, etc. Donc ça c'est un diagramme que j'ai construit. Au milieu, c'est toutes les instances de production du livre. Donc la plus à gauche, c'est l'article original. La plus à droite, c'est la réédition de 1977, mais en même temps, entre-temps, les auteurs publient des extraits du livre dans des textes. Et puis tout ce qui est autour, c'est tous les articles, toutes les controverses qui sortent, donc ils réagissent, donc ils écrivent dans le bouquin des réponses à des gens qui les ont critiqués, etc. Donc c'est un pur, juste pour dire que c'est un pur cas d'étude. Donc je me suis efforcé évidemment d'être acritique par rapport à ça, hein, comme dit Nathalie Heinrich dans voilà. Je répète, je donne une, si je ne vais pas donner beaucoup de citations, mais j'aime bien cette citation, hein, où elle dit qu'il faut prendre au sérieux les représentations que les acteurs se font du monde en tant qu'objet à part entière de l'analyse sociologique,
au lieu de les considérer comme une illusion à dévoiler par sa confrontation avec le réel. Et donc c'était ça qui était difficile, c'était de prendre tout le monde au sérieux, et exactement de la même manière les auteurs du livre que le critique du Kansas City Star, qui à un moment a donné son avis, s'est mêlé de cette affaire, etc. Donc j'ai remis tout le monde à plat, et puis j'ai essayé de regarder en fait tout ce que ça fabriquait, en fait, quoi. Tout ce que ça disait et tout ce que ça fabriquait comme société. Donc j'ai essayé de montrer comment les uns et les autres se sont positionnés, se sont repositionnés, comment des gens sont intervenus dans cette controverse et en quelques années ont changé de position, leur regard a évolué, comment tout ça, ça a modifié les pratiques et les discours dans le milieu de l'architecture, bref, comment tout ça, ça a fait société. Et donc là aussi, rien de très étonnant par rapport au monde des sociologues, hein, c'est comment la controverse fait société. Et donc là, je tenais une controverse majeure dans le monde de l'architecture. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de regarder comment ce livre, voilà, comme une sorte de caillou qui tombe dans la mare, avec des cercles concentriques, était en train de changer la mare, le marigot de l'architecture dans les années 70. Donc c'était pas un travail d'histoire critique, surtout pas, c'était un travail d'histoire de la critique. En fait, quoi. Et c'est exactement ça qui m'avait plu dans le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski. En fait. Donc j'ai soutenu ma thèse de doctorat au printemps 2000. Et puis je l'ai publié sous forme d'un livre l'année suivante, très rapidement. C'est quasiment le manuscrit de la thèse. Enfin, j'ai mis tellement de temps à faire cette thèse que je pense que c'était écrit comme un livre. C'était prêt, il n'y a pas eu beaucoup de travail pour le sortir sous forme de livre. Donc parallèlement à ce travail, tout au long des années 2000, j'ai enseigné dans les écoles d'architecture en France. J'ai été titularisé maître assistant en 2007 et professeur cette année. Et aujourd'hui, je suis donc en poste à Paris-Malaquais. Alors, je prépare donc en ce moment une HDR qui porte sur Euralil. Donc, c'est ce que vous devez connaître, c'est un grand projet urbain qui se situe autour de la gare TGV Lille-Europe. Et donc, c'est un projet qui a été conçu par Rem Koolhaas et Loma entre 1988 et 1995. Alors Euralil, c'est un projet qui continue jusqu'à aujourd'hui, donc il y a eu plusieurs maîtres d'œuvre successifs, mais je m'intéresse uniquement à la première période, à la période OMA. Alors en fait, à bien des égards, notamment méthodologique, c'est un projet de recherche qui s'inscrit vraiment à la suite de celui sur Learning from Las Vegas, même si on passe d'un travail sur un livre à un travail sur un projet, même si on passe du tournant des années 70 au tournant des années 90, j'essaye de travailler de la même manière cette question, c'est-à-dire que j'avais regardé comment un livre, par la controverse qu'il avait déclenchée, avait transformé la société voilà, des architectes, et l'idée c'était de regarder comment un projet, par la controverse qu'il déclenche, transforme 20 ans plus tard. Et évidemment, la fin de la controverse de Learning from Las Vegas c'est 1988, et le début de la controverse de Euralil c'est 1988. Donc l'idée, enfin, là aussi c'est un peu de la post-rationalisation, mais c'est d'essayer voilà, de prendre un peu en sandwich finalement à la fin presque 40 ans, qui sont à mon avis les 40 ans qui sont la base de l'architecture contemporaine. Donc l'idée c'est d'essayer d'analyser là aussi la réception d'Euralil, et à travers la réception d'Euralil, de comprendre comment au tournant des années 90, ce projet va changer l'idée qu'on se fait du projet urbain. Alors c'est un cas, donc bon, voilà, je ne peux pas encore en dire beaucoup plus parce que c'est pas fini, c'est en cours, il y a plein d'hypothèses, il y a plein de choses qui sont arrivées auxquelles je n'avais pas pensé, etc. Mais il y a aussi plein de choses qui se confirment, et en tout cas je pense que là aussi la méthode est assez fructueuse. Ce qui est assez intéressant avec l'analyse de la critique, c'est que finalement c'est un des seuls moyens qu'on a d'avoir un témoignage de ce que, à un moment historique, les gens pensaient, parce qu'on a des traces, quoi, en fait, quoi. Alors, évidemment, s'il y avait peu de traces, s'il y avait peu de réactions, on serait sur des échantillons beaucoup trop petits pour pouvoir en dire quelque chose. Mais avec Learning from Las Vegas, j'étais à, quand je vous dis 80 ou 90 textes, c'est 90 articles, des vrais articles de critique du livre, quoi. Et là, sur Euralil, c'est plutôt 130 ou 140, quoi. Alors, dans 3 ou 4 langues différentes, c'est assez compliqué, mais la masse fait qu'à un moment, on commence à pouvoir voir vraiment
quelque chose qui est de l'ordre du social, en fait, quoi. Comment les positions se font et commencer à voir qu'entre les pays différents, ça ne se passe pas de la même manière, etc. Donc voilà, voilà. Alors j'essaye un peu d'avancer. Et donc dans le cadre des recherches, à la fois sur Learning from Las Vegas, donc il y a une dizaine d'années quand j'ai fait ça, et aujourd'hui sur Euralil, vous voyez que le corpus de travail de base, c'est celui d'un certain nombre de textes, d'articles parus dans la presse. Et ce qui est au cœur de tout ça, c'est la critique, en fait, quoi. Alors la critique, je l'ai observée en tant qu'historien, et en même temps que je l'observais, je la pratiquais dans ces mêmes années en écrivant dans des revues d'architecture. Évidemment, tout ça est très lié. C'est bien, ça va m'aider à faire mon mémoire de HDR. Et donc j'essayais d'être un peu des deux côtés de la barrière. Alors, donc j'ai publié à peu près une centaine d'articles. Je crois que le premier article que j'ai écrit, l'article sur le Palais de Tokyo, c'est un des premiers articles. Je me demande si c'est pas le premier article. Si. Non, si. Non, c'est pas le premier. J'ai écrit un autre article dans le Visiteur avant. Non, mais le premier article que j'ai écrit, c'est dans le Visiteur en 2001. Et donc voilà, donc ça fait 14 ans que j'écris des articles dans des revues. Et pendant ces 14 ans, j'ai aussi fait de l'histoire de l'histoire de la critique, quoi. Donc j'ai acquis en tout cas une des rares certitudes que j'ai acquis avec cette double expérience d'historien et de critique, c'est que la production architecturale et la critique sont absolument indissociables. C'est-à-dire que ce sont deux activités qui s'engendrent l'une l'autre, en tout cas pour que dans les deux cas on parle de qualité. Je pense qu'il n'y a pas de qualité architecturale s'il n'y a pas de critique, et il n'y a pas de critique de qualité si elle n'est pas basée sur une production architecturale. Donc je pense que la critique est productive de la même manière que la production peut être critique. Et je pense que c'est un peu à l'articulation de ces deux activités que l'ensemble de ce que je fais prend place, quoi. Et donc une des conséquences de tout ça aussi, alors qui est ma conséquence du coup là pour le coup d'observateur du monde dans lequel je vis, c'est que je suis assez convaincu que l'affaiblissement de la critique entraîne l'affaiblissement de la production architecturale. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel j'ai été confronté, déjà quand je vivais aux Pays-Bas. Par exemple, je pense, devant mon scepticisme face à la production, il y avait ce problème avec la production, mais j'avais un problème encore plus grand avec la presse hollandaise, qui semblait totalement aveugle à ce qui se passait. Et donc je ne pouvais pas. Alors là aussi, je le dis maintenant plus facilement, mais je pense qu'un des problèmes, parce que tout ça a fini dans le mur, c'est aussi qu'il n'y avait plus de critique. En Hollande, à ce moment-là, il n'y avait plus que de la production effrénée, etc., à laquelle moi-même je participais. Et quand je suis arrivé en France, c'est exactement la même chose à laquelle j'assistais, c'était l'affaiblissement, la ruine de toutes les grandes revues historiques, de leur contenu, et surtout voilà, l'absence dans ces revues qui existaient encore de critiques dignes de ce nom. Et donc, alors bon, c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai été amené, j'avais jamais écrit de ma vie quoi que ce soit, parce que j'ai fait des études d'architecture, donc quand on fait des études d'architecture, on n'écrit jamais rien en fait, quoi. On dessine tout ça, on fait des maquettes, mais on n'écrit jamais rien. Maintenant c'est un peu différent, mais à l'époque, j'ai jamais rien écrit pendant mes études. Et donc un peu par hasard, on m'a fait écrire dans cette revue qui s'appelle Le Visiteur, qui a disparu sous la forme telle qu'elle existait à l'époque. Et les gens qui dirigeaient cette revue ont été très sympathiques parce qu'ils m'ont invité à faire partie du comité de rédaction immédiatement. Et donc à partir de 2001, je me suis retrouvé dans le comité de rédaction de cette revue, donc qui était une revue très marginale, une revue qui appartient à une association d'architectes, mais qui à l'époque lui laissait vraiment la bride sur le cou. Et en gros, cette revue était totalement autonome par rapport à cette association un peu vieux jeu et corporatiste qui la finançait, mais à l'époque ne se mêlait pas du contenu. Donc c'était un cadre absolument formidable et j'ai passé quelques années assez extraordinaires avec un groupe de gens où voilà, on était une rédaction, donc on se retrouvait, on discutait, on débattait et on faisait de la critique. Et en même temps que j'étais dans cette revue, je publiais, j'ai commencé très vite à publier, là pour le coup dans des revues d'architecture plus classiques, commerciales, on pourrait dire, dont le propos est de vendre du papier et gagner de l'argent. Et puis en France, à l'étranger, et puis j'ai commencé à écrire quelques livres, etc. Alors dans cette revue, Le Visiteur,
on a publié en 1 ou 2 ans après que je sois rentré dans le comité de rédaction, la retranscription d'une conversation entre Rem Koolhaas et Hermann Erzberger à l'université technique de Delft où j'avais fini mes études, conversation à laquelle je n'ai pas assisté malheureusement, ça c'est dommage, ça aurait été vraiment bien, mais j'étais pas là ce jour-là, mais c'est dans les années où je vivais aux Pays-Bas, et c'est assez intéressant cette conversation, c'est dans un colloque, et on passe à des diapos à Koolhaas, et on lui demande de réagir, etc., et on lui montre la diapo d'un bâtiment qui s'appelle la Villa Vepero, qui a été fait par une agence qui s'appelle MVRDV, qui est une agence dont les dirigeants sont issus de l'OMA, sont plus jeunes et qui ont en gros copié un bâtiment de Colas, un bâtiment plus réussi d'ailleurs, etc. Et on lui demande de réagir, et là il s'énerve et il fait un monologue assez génial en fait sur l'incapacité de la critique à faire la différence entre les choses, etc. Et il réagit aussi à tout ce phénomène dont je vous ai parlé avant. Vous voyez ce livre-là, Super Dutch, qui est un livre qui a été publié à la fin des années 90, qui était un livre d'apologie de l'architecture hollandaise, de soutien, etc., et qui participait de cette frénésie, etc. Et en gros, ce que Colas dit assez bizarrement dans ce film, il dit, vous voyez, nous souffrons sérieusement d'être emprisonnés dans cette situation, nous souffrons de cette absence totale de critique, nous souffrons de l'incapacité des critiques à analyser ce que nous faisons vraiment, à montrer ce que nous ne faisons pas, ou à suggérer ce que nous devrions faire. Nous avons besoin de critiques qui soient des partenaires, pas des alliés, encore moins des représentants de commerce. Et en fait, cette déclaration, elle est assez évidemment incroyable, parce que d'une certaine manière, on pourrait penser que les architectes ont besoin de gens qui les soutiennent, etc. Mais ce que Colas est en train de dire, lui, il n'a pas besoin de ça pour faire du bon travail. Il a besoin de gens, en gros, qui lui cassent les pieds, quoi. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah oui, voilà, c'est aussi ce que je pense, c'est que la bonne production, ça va avec la bonne critique, quoi. C'est-à-dire que tout ce que j'avais, mon expérience personnelle que j'avais vécue en Hollande, c'est que l'architecture hollandaise était en train d'aller dans le mur, parce que justement, personne ne disait rien, plus rien aux architectes, quoi. On était juste en train de leur passer de la pommade dans le dos en permanence, en leur disant qu'ils étaient beaux, merveilleux, formidables, qu'il fallait qu'ils continuent, qu'ils construisent plus haut, plus grand, plus fort, et que tout ça conduisait à une catastrophe. Alors je crois qu'en fait, j'ai pris cette déclaration de Colas comme un appel auquel il fallait répondre. Donc j'étais pas le seul, j'étais avec mes petits camarades, avec quelques-uns de mes camarades du visiteur. Et pour moi, en fait, répondre à cet appel, c'était, je crois, un moyen de surmonter définitivement cette désillusion, cette espèce de situation inconfortable dans laquelle j'étais parti de Hollande en ne sachant pas trop bien quoi faire. Je ne voulais pas participer à la ruée vers l'or, mais en même temps, je ne savais pas quoi faire. Et là, maintenant, je savais quoi faire. Il fallait faire de la critique, quoi. Et c'est... J'ai rencontré la semaine dernière, j'aurais dû lui dire que c'était à cause de ça que j'avais changé ma vie. Donc faire de la critique, pour moi, c'était une autre manière de faire de l'architecture, une manière peut-être plus adaptée à mon tempérament et aussi à mes capacités, parce que je pense que j'étais pas un très bon projeteur. Et donc voilà, j'espère être un meilleur critique que producteur. Mais en tout cas, je pense que c'est une autre manière de faire de l'architecture. Quand on me pose la question, moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir arrêté de faire de l'architecture. J'en fais autrement. Il y a des gens qui dessinent des projets, d'autres qui les critiquent, d'autres qui sont maîtres d'ouvrage. Et je crois qu'on contribue tous à faire de l'architecture. Alors, le visiteur s'est arrêté tout simplement. Alors si je peux le dire, c'est assez intéressant, s'est arrêté le jour où cette fameuse association professionnelle d'architectes, qui avant s'en servait comme d'une danseuse, mettait du fric sans jamais mettre. Un jour s'est dit oui, mais quand même, on a une revue. C'est quand même bien que la revue, elle défende un peu les intérêts de l'association et de la profession, et donc on va vous mettre dans le comité de rédaction un ou deux gars de chez nous, et puis ils vont un peu vérifier que vos articles, quand même, hein, ils aident un peu les architectes. Ce jour-là, c'était fini. Donc là, on a dit, bah non, ça n'a pas marché. Donc on a plié bagages, on est tous partis. La revue est morte. Alors ils l'ont ressortie là, depuis quelques années, mais bon, maintenant c'est une revue idéologique de défense du gagne-pain des architectes. C'est pas très intéressant, je crois. Donc après la disparition du visiteur tel que moi je l'avais connu, et devant un peu les problèmes des revues des autres revues dans lesquelles moi j'écrivais, donc avec lesquelles j'écrivais, j'ai décidé avec principalement deux de mes amis, Françoise Fromono et Pierre Chabard, de créer une nouvelle revue, Criticat. Alors,
quels étaient les objectifs? Donc, la création de cette revue, c'est l'aboutissement, voilà, d'une réflexion sur ce qu'est la critique, le rôle de la critique, l'état des revues en France, et si on n'est pas content, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on soit content, etc. Moi, c'était une réflexion qui avait, je sais pas, 6 ou 7 ans d'âge. Françoise est un peu plus âgée, elle, ça faisait un peu plus longtemps encore qu'elle en avait marre. Et Pierre, on a le même âge. Voilà. Donc on était trois à vraiment voilà, se dire à un moment, bon, et si on faisait une revue qu'on trouve qui fasse le job qu'il faut faire, elle serait comment, quoi. Alors la première exigence, c'est celle d'une liberté éditoriale complète. Alors ça peut paraître complètement banal de dire ça, mais je vais essayer d'être un peu plus précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les revues professionnelles commerciales d'architecture, les revues classiques, il n'y a pas de censure. Moi j'écris dedans, on ne m'a jamais censuré. Personne ne m'a jamais dit tu n'écris pas ça ou tu n'écris pas ceci. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est dans leur financement et dans leur management qui détermine complètement le contenu de ces revues-là. Ce sont des revues dont les lecteurs sont des architectes et qui écrivent sur des architectes. Donc, c'est des revues qui dépendent, pour leurs sources, des gens sur lesquels elles écrivent. Donc, elles n'ont pas de liberté, parce que si vous commencez à dire du mal des gens, ils ne vous donnent pas les images, c'est tout. Donc, l'article sur le palais de Tokyo, qui m'a quand même valu 15 ans de fâcherie avec la Caton Vassal, etc., n'a été possible que dans le cadre du visiteur. Parce que quand on a essayé d'architecture, dans lequel j'écris, d'écrire des articles critiques sur la Caton Vassal, ils ont dit maintenant c'est fini, vous n'aurez plus jamais rien. Et ça fait 10 ans qu'il n'y a plus un article, tout simplement parce que la revue est dépendante des gens sur lesquels elle écrit. Ce n'est pas le cas d'une revue de cinéma. Une revue de cinéma, elle est achetée par des gens qui vont voir les films, elle n'est pas achetée par les cinéastes. Les revues d'architecture sont achetées par des architectes uniquement. Donc il y a un problème profond. Donc c'était, on fait une nouvelle revue, comment on fait déjà pour ne pas dépendre, pour être libre dans ce qu'on dit, donc de ne pas dépendre de ces gens-là. Donc ça veut dire faire une revue qu'on va plutôt vendre à tout le monde, y compris pas des architectes, et après essayer voilà. Donc ça c'était une première chose. Donc la deuxième chose, c'est que c'était de fonder une revue associative dans laquelle il n'y a évidemment pas de publicité, parce que dès qu'il y a de la publicité, on passe son temps non pas à écrire des articles, mais à chercher la publicité. C'est comme ça que ça se passe dans les revues commerciales. Surtout pas d'argent public, parce que ça c'est encore pire, parce que dès que vous prenez l'argent du ministère de la Culture ou de qui sais-je, vous ne pouvez plus dire un mot sur ces gens-là, parce que sinon un jour ils vous disent bah non, il n'y a plus d'argent. Donc, et puis la troisième chose, c'était que du coup, s'il n'y avait pas d'argent public et pas de publicité, c'était une revue qui allait dépendre de ses lecteurs, de ses abonnements. Et nous, on trouvait ça très simple, parce que ça veut dire, le jour où on n'est plus bon, ça s'arrête. Parce qu'on a connu trop de revues, je ne vais pas donner des noms, mais il y a des revues d'architecture très célèbres, créées dans les années 30, qui existent toujours, qui n'ont plus aucun lecteur, qui ne sont plus vendues, mais qui sont tellement gavées de subventions et d'argent privé venu d'endroits un peu bizarres, qui continuent à inonder les librairies en piles entières, mais il n'y a jamais un exemplaire qui est vendu. Donc c'est totalement artificiel. Donc les auteurs de ces revues-là n'écrivent pas pour un lectorat en fait. Ils écrivent pour des annonceurs, ils écrivent pour servir des intérêts de pression, etc. Et nous on s'est dit, voilà, non, nous on va vivre que des abonnements de nos lecteurs, comme ça le jour où on va déconner, le jour où on va être à côté de la plaque, etc., les gens vont arrêter de s'abonner, on arrêtera la revue, elle mourra, et ça sera très bien comme ça. Donc ça nous a aidé à construire tout notre modèle économique, et ça c'était absolument central, et c'était le début de la réflexion. Ensuite, ce qui était très important pour nous, c'était d'être une rédaction, d'être un collectif. Parce que, par exemple, toutes ces revues commerciales, il n'y a plus de rédaction. Il y a un rédacteur en chef, et il téléphone à des pigistes qui ne se rencontrent jamais, et donc, en fait, il n'y a pas de sommaire, quoi, hein. C'est-à-dire que le sommaire, c'est l'assemblage des gens qui sont plus ou moins prêts à temps, etc., de l'actualité, il y a ça, et ça fabrique une sorte de truc, il y a un chemin de fer, mais il n'y a pas de sommaire. L'idée de Criticat, c'était, nous, ce qui nous intéressait le plus à l'époque du visiteur, c'était de se retrouver pour aller bouffer au resto et discuter de tout ça jusqu'à 3h du matin et de faire ça tous les 15 jours, et donc d'être une rédaction, d'être des gens qui s'engueulent, qui discutent, et donc qui se mettent d'accord sur un contenu qui a une cohérence, ce qui ne voulait pas du tout dire que l'idée c'est de défendre telle ligne ou telle ligne, hein, mais c'est que l'ensemble des articles d'un numéro soient décidés ensemble,
soit parce qu'on écrit nous-mêmes les articles, soit parce qu'on accompagne les auteurs dans une direction qu'on a collectivement décidée. Donc d'être avant tout un collectif, et non pas une addition de plumes, quoi. Hein, on était devenus, moi, Pierre Chabat, Françoise, d'autres, des gens qui écrivaient partout. Donc bien sûr, on a nos points de vue personnels, mais ça ne nous intéressait pas d'être juste des signatures qui se succèdent, et c'était plutôt comment on allait faire quelque chose de collectif, une rédaction, ce qui n'existe plus malheureusement. Euh, Autre chose qui était déterminant, c'était la périodicité. Donc on a décidé de faire une revue tous les 6 mois. Alors bien sûr parce qu'on n'a que les moyens de la faire tous les 6 mois, on n'arriverait pas à faire plus. Mais aussi surtout parce que dès qu'on fait une revue tous les 6 mois, la question de l'actualité ne se pose plus. Donc on n'écrit pas sur ça parce que le bâtiment vient d'être terminé, on s'en fout, le bâtiment, le temps que la revue paraisse, il a déjà été oublié. Donc du coup on est complètement libéré de la tyrannie de l'actualité, qui est exactement ce à quoi obéissent les revues d'architecture. Si on parle de tel sujet dans telle revue d'architecture, c'est parce que c'est le moment, c'est parce que les agences de communication ont dit aux revues que ce mois-ci, il y a tel bâtiment qui est terminé, il y aura l'inauguration, donc on parle de ça. Donc le sommaire est complètement indexé sur l'actualité. Donc nous, on n'a absolument pas ce problème de l'actualité. Alors, je disais tout à l'heure, la question du public était très importante, c'est-à-dire ne pas faire une revue pour les architectes pour ne pas dépendre d'eux, donc faire une revue, en gros, pour un public, c'est un peu prétentieux de dire d'intellectuels au sens large, mais quand même de gens qui s'intéressent en gros de manière un peu abstraite à la fabrication de leur environnement, quoi. Et pour nous, ça pouvait concerner 5 millions de personnes en France, quoi. Ça va du prof de lycée au médecin, enfin je veux dire, à tous les gens qui en gros se sentent un peu concernés par la chose publique et se disent tiens, autour de moi, la ville se transforme, j'ai envie de comprendre comment, ça m'intéresse, etc. Donc a priori, il y a un public extrêmement large. Je me doutais bien qu'on n'allait pas avoir 5 millions d'abonnés, mais en tout cas, ce que ça voulait dire, c'était que voilà, on n'allait pas parler qu'aux architectes, et ça supposait un type de contenu très spécifique, c'est d'être parfaitement explicite, de renoncer à tout jargon et d'expliquer les choses. Vous avez parlé tout à l'heure d'articles sur le palais de Tokyo, de la visite. C'est extraordinaire les critiques d'architecture où le type commence à vous dire ce qu'il pense du bâtiment. Personne ne l'a vu, personne ne l'a visité, on ne sait pas de quoi il parle. Moi, il me semble que quand j'écris un article sur quelque chose, je dois déjà au lecteur d'emblée de lui dire de quoi on parle. Donc une description qui doit être aussi exacte possible, aussi complète que possible, aussi explicite, sans sous-entendu, ne faisant pas allusion à des choses qui soient hors champ, que ne maîtriserait pas le lecteur, hein, ne parlant pas à l'inconscient des architectes, etc., mais essayons d'être explicite. Donc ça, c'était la condition pour arriver un peu à toucher un public général. Et c'est quelque chose que des fois j'ai le plaisir de le vérifier auprès de gens que je connais, qui ne sont pas du tout architectes, qui me disent j'ai compris ton article. Ça veut dire que j'ai été suffisamment explicite. Donc ça suppose. Donc ça, c'était l'idée de viser un public très très large. L'idée, c'était aussi de surtout pas faire une revue universitaire, quoi. Pourquoi pas faire une revue universitaire? C'est parce que on voulait aussi compter, quoi. C'est-à-dire que nous, ça ne nous intéressait pas d'avoir 150 abonnés, spécialistes de la chose, des critiques d'architecture et des historiens, etc., qui en discuteraient dans des dîners très savants, et puis tout ça ne produirait rien dans la production. Donc il fallait absolument faire une revue qui puisse avoir, on s'était dit d'emblée, si on n'arrive pas à avoir un nombre conséquent d'abonnés, etc., on ne continuera pas. Ce qui était un peu le problème du visiteur. Le visiteur, les gens adoraient, mais alors il y avait 350 personnes qui adoraient à Paris, et c'était fini, et ils nous adoraient tous, mais c'était rien, quoi. Donc, donc c'est quoi le sujet? Le sujet de ce dont on parle dans cette revue, c'est toujours à partir de situations architecturales ou urbaines. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait faire, c'est notre culture, etc. Et le sujet, c'est partir de ça pour parler de quelque chose de plus général. C'est parce qu'on est convaincu que les situations architecturales et urbaines mettent en jeu tellement de déterminants politiques, économiques, culturels, qu'elles sont des reflets à chaque moment donné du fonctionnement de la société, de la transformation de l'environnement. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on essaye aussi de faire le contraire de ce que font souvent les revues d'architecture. Les revues d'architecture, souvent, elles nous parlent de la danse contemporaine, de la psychanalyse, d'Emmanuel Lévinas, etc., pour à la fin justifier la forme de la bordure du toit. Donc en fait, elles prennent les choses les plus grandes pour parler des choses les plus petites. Hein, et pour en parler au nombre le plus petit de gens, c'est-à-dire les collègues. Et donc là, l'idée, c'était de faire le contraire.
On parle très très précisément d'un projet, voilà. Mais à la fin de l'article, ça, c'est censé nous dire ce qu'on peut penser, je ne sais pas moi, de la manière dont, au cours de son quinquennat, Nicolas Sarkozy a transformé les rapports entre l'administration publique et la maîtrise d'ouvrage privée, par exemple. Ou parler, dans un autre contexte, je vais en parler maintenant, de la transformation de la politique culturelle en France, etc. Donc d'essayer toujours d'ouvrir voilà, les questions, mais en se trompant pas, quoi, en partant d'architecture, parce que moi c'est ça que je connais. Je ne connais pas la musique, je ne connais pas l'art contemporain, donc voilà, on parle d'architecture à la base, quoi. Donc on publie des articles de toute taille, quand même souvent entre 25 000 signes et 30 000 signes. Et pour faire ces articles, on fait des enquêtes très très longues, quoi. Donc la revue sort tous les 6 mois et on met 4 mois à écrire un article, quoi. Et donc on travaille, il y a les comités de rédaction tous les 15 jours, on soumet ça au comité de rédaction, on en prend plein la figure parce que les autres, on s'oblige à être absolument terribles les uns avec les autres, on inflige ça aussi aux auteurs extérieurs. Et donc on essaye finalement de faire quoi? De faire une sorte de, de, de journalisme haut de gamme. Alors nos références, c'est le New Yorker, c'est des choses comme ça, quoi, où des gens prennent le temps à la fois sur le contenu de véritablement enquêter, de rencontrer tous les acteurs, d'écouter tous les points de vue et pas un seul. Voilà. Et puis en même temps, un vrai travail sur la forme de la langue, d'être extrêmement, je disais, sur le contenu extrêmement explicite, mais aussi de l'écriture même, hein, d'écrire dans une belle langue, quoi, pour que ça soit lu, pas une langue grise, quoi. Et donc ça fait que ça dure, ça n'en finit pas, quoi, voilà. La version, c'est la version 18 qui revient avec du rouge encore, etc. Et voilà, on fait ça depuis 8 ans, c'est très fatigant, mais c'est aussi très, très satisfaisant. Alors, vous m'aviez proposé de donner un exemple, donc d'approfondir un exemple. Je vais vous donner un exemple d'un article que j'ai écrit en l'occurrence avec François Stromono. Donc j'ai écrit cet article qui est paru dans le numéro 12 à l'automne 2013. Alors c'était quoi le point de départ de cet article? C'est qu'en 2012-2013, il y a eu une communication institutionnelle extrêmement intense autour de l'inauguration d'une série de nouveaux FRAC en France, les fonds régionaux d'art contemporain. Ça a été un vrai rouleau compresseur médiatique, il y a eu énormément de choses dans la presse, il y a eu une exposition au centre Pompidou, dans le forum en bas, sur tous ces nouveaux bâtiments. Et on a assisté un peu à ça de loin. Et ce qui nous a frappé, c'est à quel point l'architecture était mise en avant dans cette affaire de nouveau FRAC. Hein. Un peu de la même manière que au moment de l'inauguration du Guggenheim de Bilbao, on a surtout parlé de l'architecture du bâtiment. Au moment de l'inauguration de la fondation de Louis Vuitton, on a surtout parlé de l'architecture du bâtiment. Heureusement, il me semble, parce que ce n'était pas le contenu des expositions qui pouvait faire parler d'elle. Et là, avec ces nouveaux FRAC, il y avait ces nouveaux FRAC qui ouvraient, et puis on parlait de quoi? On parlait que d'architecture. Et puis on parlait d'architecture d'une manière un peu particulière, notamment à l'exposition au centre Pompidou, où on vantait l'inventivité, la créativité de ces nouveaux bâtiments, etc. Et tout était exposé. Ce qu'on voyait, on ne parlait pas du tout de la manière dont à l'intérieur on allait exposer de l'art ou ce que ça. Non, on parlait des objets. Et c'était ça. Donc, les nouveaux FRAC, c'était des nouveaux objets architecturaux à Marseille, à Besançon, à Rennes, etc. Donc on se demandait, on s'est dit, mais de quoi tout ça est le signe? De qu'est-ce que ça veut dire? Et donc on s'est embarqué avec Françoise dans une enquête là-dessus. Alors, dans un sujet sur lequel on n'avait aucune expertise. Moi je ne connaissais pas les FRAC, l'art contemporain, je connais mal, etc. Mais voilà, moi, il me semble qu'on ne doit pas être les experts du sujet sur lequel on enquête. Ça c'est une leçon par exemple que j'ai retenue du séminaire de Luc Boltanski. Enfin, j'ai entendu plein de thésards parler de choses mais invraisemblables, enfin, de gens qui consacraient 5 ans de leur vie à des domaines dans lesquels ils ne connaissaient rien, mais justement parce qu'ils n'étaient pas des experts de ces domaines-là, ils en étaient des très très bons sociologues, quoi.
Et donc il me semble aussi que, voilà, que le travail d'un critique et d'un journaliste, c'est pas de creuser le même sillon pendant 20 ans, mais c'est d'aller voir des domaines et d'appliquer par contre les méthodes qu'il maîtrise à des domaines qu'il ne connaît pas. Donc c'était le cas avec la question de. Donc il fallait se libérer de cette tyrannie de la communication sur les fracs. Donc on a commencé par aller visiter les bâtiments. C'était la moindre des choses, visiter ces fameux non-bâtiments. Alors les visiter, pas dans le cadre des visites de presse, parce que aller les visiter avec d'autres types habillés en noir, qui se promènent en regardant comme ça, c'est pas très intéressant. Donc on a attendu que tout ça soit passé, et puis on a été les visiter de manière anonyme, on a payé notre ticket comme n'importe qui, on a regardé comment ça marche, etc. Et puis après, on a rencontré plein de gens, des directeurs de FRAC, des anciens directeurs de FRAC, pas contents et virés, des gens qui travaillaient pour eux, enfin tout un tas d'acteurs, donc tout ça a été très long. Donc l'écriture, on a commencé par décrire, donc c'est un article dans lequel moi je décris le début, le nouveau FRAC de Marseille, à quoi il ressemble, comment ça se passe à l'intérieur, etc., pour que les gens se fassent un peu une idée de quoi je parle. Et puis ensuite, on a fait dans cet article ce qu'on fait souvent, c'est un peu d'essayer d'historiciser, de contextualiser cette question, parce que cette tyrannie communicationnelle, elle enferme aussi tout dans le présent. C'est-à-dire, il y a des nouveaux fracs, ne cherchez pas ce qui s'est passé avant, non, c'est maintenant. Et puis, donc il y a vraiment tout est mis au présent. Et nous, en rencontrant des gens, en discutant, on a découvert toute l'histoire des fracs. Et il nous a aussi semblé que c'est à la lumière de l'histoire de ces institutions qu'on peut comprendre leur transformation présente. Donc s'arracher à l'actualité pour la mettre en perspective. Donc cette histoire, moi j'ai découvert ça, c'est absolument passionnant l'histoire des frags dans les années 80, tous les différents acteurs, le tour de langue, etc. Et ce qu'on a découvert très vite, ce qui est totalement passionnant avec les fracs, c'est que ce sont des lieux, ce sont des institutions, c'était des institutions sans lieu. C'était des anti-musées. C'était le contraire du bâtiment bourgeois au milieu d'une ville de province dans lequel on montre des chefs-d'œuvre. C'était des non-lieux dans lesquels on montrait des non-chefs-d'œuvre et on allait les montrer sur place, dans des supermarchés, dans des prisons, dans des écoles, etc. On faisait circuler de l'art, on achetait de l'art, on le stockait et on le faisait diffuser. Donc, tout un truc qui venait de l'époque des maisons de la culture, donc c'était le meilleur côté de la gauche au pouvoir, c'était vraiment briser une vision de droite de l'art, quoi, du chef-d'œuvre, de l'exposition, de l'art bourgeois, etc. Et donc évidemment, entre ce qu'on découvrait de l'histoire et ce qu'on voyait, les nouveaux fracs qui apparaissaient, ça nous a paru un peu tendu, quoi. Alors évidemment, il y avait des problèmes. Enfin, quel était le problème de l'architecture dans ces fracs? Il y avait un vrai problème architectural, c'est-à-dire que le temps passant, ces institutions avaient accumulé beaucoup d'œuvres et elles avaient des vrais problèmes de conservation, hein. Il est vrai qu'il y avait des fracs qui conservaient leurs œuvres dans des conditions absolument déplorables, donc il fallait que ça. Et puis, ayant maintenant accumulé toutes ces œuvres, il fallait aussi un peu les exposer, hein. Il y avait plusieurs fracs qui n'avaient aucun lieu d'exposition. Donc il y avait quand même une vraie question qui se posait d'architecture et éventuellement de construire des nouveaux bâtiments, pourquoi pas. Mais la question étant quel bâtiment et comment, quoi. Alors on a essayé de montrer que si certains fracs ont choisi la voie d'une architecture spectaculaire, hein, d'une architecture signifiante, hein, d'autres ne l'ont pas fait, par exemple, hein. Certains fracs se sont installés dans des bâtiments existants et ont dépensé l'argent, en gros, à remplir les missions qui étaient les leurs de conservation et d'exposition. Tandis que d'autres fracs ont choisi, en fait, de mettre beaucoup d'argent dans la fabrication d'un signe, hein, dans la ville. Alors on peut comprendre d'où vient tout ça, c'est-à-dire que aussi, quand on a commencé à regarder un peu les affaires de gros sous, on a compris que l'histoire des fracs, c'est aussi progressivement le passage d'un financement d'État à un financement régional. Et donc, il y a eu une sorte d'inversion 70-30, hein, dans le pourcentage, 70% d'État, 30% de région, à 70% région, 30%. Et en fait, les nouveaux fracs sont devenus pour les présidents de conseils régionaux, hein, des espèces de danseuses qu'ils allaient pouvoir inaugurer pour montrer à quel point ils dépensaient bien l'argent public. Et donc il fallait que ça se voie. Donc la question de la mission de conservation et d'exposition était extrêmement secondaire par rapport à cette question de représentation, hein, de la politique culturelle des régions dans la ville. Et là on avait l'impression de revenir terriblement à ce qu'était le musée du Second Empire, quoi, hein, c'est-à-dire construire au milieu
de la préfecture de région, un endroit bien visible, un gros gâteau bien visible qui manifestait la puissance publique, etc. Donc on a pointé un peu tous les paradoxes de ces anti-musées en train de devenir des musées, de ces bâtiments sans lieu en train de devenir des bâtiments avec lieu par excellence, avec des conséquences terribles, hein, avec des frais de construction terribles, mais des frais de fonctionnement terribles. Hein. Le FRAC de Marseille, avant d'avoir son nouveau FRAC, dépensait 80% de son budget dans ses activités. Aujourd'hui, il dépense 20% de son budget dans ses activités et 80% de ses sous dans la maintenance de son bâtiment. En fait, quoi. L'équipe est passée de 3 personnes à 14 personnes. Ah oui, il y a 3000 m² à maintenir, il faut le gardienner, il y a tout un tas de choses. Donc ces nouveaux bâtiments ont complètement vidé ces institutions de leur mission, en fait. Quoi. Donc tout ça, on a découvert tout ça. Et alors, donc évidemment, quel rôle les architectes ont joué là-dedans? Ils ont joué le rôle qu'on a bien voulu leur donner, c'est-à-dire que quand on analyse les concours qu'on donnait lieu au FRAC, c'est très exactement ce qu'on a demandé aux architectes. On leur a absolument pas demandé d'inventer des bons dispositifs de conservation, etc. On leur a demandé de fabriquer des objets extrêmement visibles, etc. Alors c'est marrant parce que je me suis rendu compte après, je me suis même rendu compte en préparant cette conférence, j'avais oublié que j'avais écrit un article sur un concours de FRAC, j'ai pas réussi à retrouver, mais je sais que je l'ai écrit sur le FRAC Picardie, qui s'est jamais fait, que j'ai dû écrire en 2003 ou 2004. Et je me souviens que j'avais écrit cet article parce que dedans il y avait le projet lauréat de Toyo Ito, qui est un très bon architecte japonais par ailleurs, était un projet mais d'une ineptie totale du point de vue de la conservation. En gros, c'était une boîte en verre dans laquelle on voulait garder des dessins au fusain. Enfin, du coup, tout derrière le verre était doublé. Il faisait une boîte dans la boîte pour arriver à protéger le problème qu'il avait créé lui-même, etc. Mais par contre, ça fabriquait un sublime bâtiment au cœur d'Amiens, etc. Et c'était exactement ça. Quoi. Donc, les architectes, en fait, voilà, il faut bien comprendre. On organise un concours dans lequel on leur demande de fabriquer une représentation spectaculaire de la politique culturelle de la région, c'est ça qu'ils font. Quoi. On leur aurait demandé peut-être éventuellement de fabriquer une nouvelle manière d'exposer l'art, de le conserver, etc. Ils auraient peut-être répondu autrement. Donc voilà, et puis l'article, voilà, donc se problématise et se termine un peu sur ça, c'est-à-dire de se dire, voilà, est-ce que ça n'aurait pas dû être l'occasion, comme il y a des expériences à l'étranger, comme le Schaulager à Bâle, comme d'autres endroits, où on invente d'autres manières, et tous les fracs ne sont pas mauvais, et en l'occurrence, le frac de la région nord, de la Caton-Vassal, j'espère que je suis réconcilié avec eux depuis que j'ai écrit un article dessus, je trouve est plutôt un bon frac, parce que je trouve que le projet architectural est plutôt un projet architectural qui tire le meilleur parti de ses fonctions d'exposition et de conservation, avec une certaine intelligence, contrairement à beaucoup d'autres fracs. Est-ce que vous voulez que je montre des photos? Est-ce que vous Mais connaissez j'en ai juste une après en fait. Donc oui, juste pour finir. Et alors, donc voilà, on a fait cet article avec Françoise. C'est une des premières fois où on a écrit un article à deux. C'est un article qui a pris place dans un dossier qui s'intitulait Quand l'architecture expose et s'expose, dans lequel il y avait d'autres textes. Il y avait un texte sur le Louvre-Lens, un portfolio et un portfolio photographique. Voilà, donc ça c'était dans le numéro 11. Alors c'est un texte sur ce sujet qui est très différent. Non, pas ce que je veux que ça fasse. Hop, diaporama. Il se trouve que j'ai écrit dans la revue d'architecture, dont je ne veux pas dire du mal, hein, parce que c'est une revue dans laquelle j'ai beaucoup écrit, le rédacteur en chef est un ami, etc. Mais j'ai écrit, je crois, un peu après cet article sur le FRAC de la Caton-Vassal, Dunkerque. Mais ce que je veux juste dire là, c'est à quel point c'était complètement différent de l'article pour Critica et ça, parce que quand on a écrit l'article dans Critica, c'est parti d'une discussion dans la rédaction sur voilà, cette tornade de communication du ministère de la Culture sur cette question, et puis on a discuté, est-ce qu'il faut vraiment en parler, est-ce qu'il ne faut pas en parler, etc. Là, c'est Emmanuel K, le rédacteur en chef, qui m'a appelé. Ah, il y a une inauguration du FRAC à Dunkerque, il faut faire un papier. Ah, comme je sais que tu as fait une enquête par ailleurs, tu ne veux pas le faire? Opportunisme, actualité opportunisme. J'ai dit oui, donc j'y suis allé. Voilà, il faut bien gagner un peu sa vie. Donc j'y étais, je suis resté une demi-journée sur place.
j'ai discuté un quart d'heure avec le directeur du FRAC qui avait un super dossier de communication qui m'attendait, comme ça. Il avait des réponses toutes faites parce que ça faisait 8 jours qu'il répondait à tous les journalistes de la Terre sur son truc. Et puis ensuite, il était surtout question qu'il fallait que je parle d'architecture, parce que c'est une revue d'architecture. Donc j'allais pas commencer à aller éplucher la politique culturelle de la région, etc. Puisque les lecteurs de cette revue sont des architectes. Et eux, ce qu'ils entendent, c'est que je dise éventuellement du mal sur la Caton-Vassal, ou du bien, et que je fasse quelques commentaires bien sentis sur les formes du bâtiment, etc. Mais en tout cas, le cadre, le propos était parfaitement défini. Puis dernière chose, enfin tout ça a dû se passer en 4 jours. Entre le moment où il m'a appelé pour me dire ah il faudrait y aller, il a pris mon billet de train, on y a été, je suis revenu. Comme j'ai dû gagner 250 € avec, j'y ai consacré une journée et demie, c'était fini. Et l'article de Criticat, ça a duré 4 mois. On l'a écrit à 2, on en a discuté à 8 en comité de rédaction. Et à la fin, ça ne parle pas d'architecture. Donc c'est deux choses en fait qui n'ont rien à voir. J'en arrive un peu à ma conclusion là, bientôt. Alors, Criticat, ça nous permet depuis donc 7 ans de publier des textes. Je pense qu'ils ne pourraient pas l'être ailleurs, en tout cas dans aucune revue d'architecture française et à ma connaissance étrangère non plus. C'est une revue qui a trouvé son public. Alors, ça répond un peu à ce que je soulevais tout à l'heure comme question. Est-ce qu'on allait avoir du public? On a 700 abonnés et on vend à peu près 1000 exemplaires de chaque numéro, ce qui assure très largement la survie économique de la revue. Alors, bien entendu, parce que nous travaillons totalement bénévolement. Mais en tout cas, cette quantité de lecteurs fait qu'on peut payer notre imprimeur, tous les frais annexes, etc. Et qu'on peut la faire surtout dans des conditions. Alors, je n'ai pas du tout parlé de ça, mais ce qui était évidemment pour nous essentiel, c'était aussi la qualité de l'objet. Donc, c'est quand même un objet assez sophistiqué. On n'a mégoté sur rien. J'ai pas aussi mentionné le fait que c'est une revue donc on fait donc ce petit groupe, on est 6 maintenant, donc de critiques et d'historiens et d'architectes à Paris. Mais c'est une revue qui est faite avec un couple d'amis graphistes qui sont basés à New York. Et donc la revue est fabriquée à New York, donc elle est écrite à Paris, fabriquée à New York et imprimée en Belgique. Donc c'est une revue très internationale. Donc c'est une revue très traditionnelle, papier, mais qui profite aussi au mieux voilà, de la dématérialisation des moyens modernes de communication qui nous permet, avec une grande fluidité quand même, ça fait 7 ans que ça dure, c'est le numéro 16 qui est sorti, les numéros sont jamais sortis en retard. Donc aussi cette idée que voilà, une revue ça sort à l'heure, sinon c'est plus une revue, c'est une publication épisodique. Mais, donc on arrive à fabriquer ce produit de manière extrêmement régulière. Voilà. Donc on a des lecteurs fidèles, on a quelques ennemis, on a reçu pas mal de lettres d'insultes. Certains des architectes qui, contrairement à Rennes Colas, pensent que la critique c'est pas du tout fait pour les faire avancer, c'est fait pour leur dire à quel point ils sont beaux, grands, merveilleux et que tout ce qu'ils font c'est formidable. Il y a beaucoup de gens comme ça dans ce métier malheureusement. Alors il ne faut pas qu'on fasse trop d'autosatisfaction parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, à changer avec cette revue. On se pose beaucoup de questions. On se demande si il ne faut pas qu'on existe aussi plus de manière dématérialisée sur Internet ou pas. Est-ce qu'il faut renouveler nos formats et puis le contenu de ce dont on parle. Le monde a changé depuis 2007. On a créé cette revue dans un contexte du rouleau compresseur ou de la fin du rouleau compresseur de l'art d'architecture, donc d'une circonstance dans laquelle il y avait énormément d'argent dans l'architecture, où les architectes étaient amenés, qui était une sorte de chose peut-être à l'échelle mondiale de ce que j'avais vécu en Hollande. Moi j'avais connu la star architecture hollandaise, des moyens pas possibles, etc. Et dans les années 2000, on a connu ça, mais à l'échelle mondiale. Des bâtiments toujours plus grands, toujours plus chers, faits toujours plus vite, par des gens toujours plus jeunes, enfin c'était de toujours plus. Et ça, c'était le contexte de création de Criticat. Donc, on a quand même passé quelques années à dézinguer tous ces gens-là, c'est-à-dire à démonter leur discours, à attirer l'attention sur les paradoxes, etc. On l'a fait à l'échelle française et à l'échelle internationale. Et on s'est beaucoup demandé ces dernières années, avec la crise, est-ce que tout ça tenait encore? Est-ce qu'il n'était pas temps aussi de réviser un peu notre position? Et comme on est des vrais casse-pieds, en fait, on se demande beaucoup maintenant si on ne devrait pas, par exemple, commencer à s'attaquer à tous les gens qui font le contraire, c'est-à-dire à tous les tenants
d'une architecture frugale, austère, économe, etc., qui se présentent finalement comme une sorte de réaction à la architecture et à l'opulence, mais qui ne sont pas non plus dénués de tout un tas de paradoxes, de problèmes qui sont posés, et dont personne ne fait la critique au nom précisément du fait qu'ils s'opposent aux gens qu'on aime détester aujourd'hui. Donc, dans les années 2000, tout le monde adorait les architectes, tout le monde les déteste aujourd'hui, et en fait, personne ne critique jamais personne. Hein, la presse mainstream, elle est comme ça. Elle est toujours du côté du manche, quoi, en fait, quoi. Et nous, on essaye toujours d'être à contre-pied. Alors des fois, on se force un peu, parce qu'il y a des gens qui ont, a priori, qui sont, par exemple, la Caton Vassal, moi j'ai écrit beaucoup d'articles très critiques sur eux, mais c'est des architectes que tout le monde aime aimer. Ah oui, ils sont humbles, ils font des bâtiments pas chers, ils ont l'air sympas, ils sont pas arrogants, etc. Mais moi, c'est justement parce que je pense que c'est des gens intéressants que je pense qu'il faut les critiquer. Et je pense que ça sert à rien de leur dire qu'ils sont formidables. Voilà. Donc voilà, donc on se pose, voilà, en termes de contenu, on se pose pas mal de questions sur ce qu'on doit faire. Une des résultats de toutes ces questions, c'est un projet moi, auquel j'étais assez attaché depuis 2 ans, c'est que je pensais qu'il fallait qu'on existe autrement que par notre revue papier, parce qu'il y a une chose qu'on n'arrive pas à faire dans une revue papier, c'est d'interagir avec les lecteurs. Voilà. C'est quand même nous qui parlons, quoi, la rédaction, on émet notre truc tous les 6 mois. De temps en temps, il y a un type qui envoie une lettre d'insulte, mais ça s'arrête là, et enfin, il manquait quelque chose. Et on a eu cette idée depuis, c'est un truc auquel on a réfléchi depuis assez longtemps, de dire voilà, on va fabriquer un événement vivant qui va être un cadre dans lequel on va essayer d'être aussi inventif avec, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais soyons un peu prétentieux, d'être aussi inventif avec ce qu'est un événement vivant que ce qu'on a été inventif avec ce que doit être une revue papier. Et donc, de la même manière qu'on s'est défini contre les revues commerciales et les revues universitaires, etc., on s'est dit, parce qu'on fait souvent des conférences, etc., Françoise, moi, etc., on voit que ça marche pas, ça marche plus les conférences, les types qui parlent 20 minutes, le public écoute, tout le monde s'en va, etc. Donc, et si on veut faire un lieu de débat où il y a des controverses, etc., comment il faut faire? Donc on a décidé de créer un événement vivant, et donc on s'est dit qu'il fallait que ça soit pas du tout dans un lieu central et prestigieux, qu'il fallait que ça soit dans un endroit paumé et isolé. Il se trouve que on connaît les gens du Famille Ministère de Guise, que par ailleurs l'idée du Famille Ministère est une idée qui nous plaît beaucoup, que les gens qui dirigent le Famille Ministère aujourd'hui sont des gens absolument formidables, et que quand on cherchait un lieu, on a tout de suite pensé au Famille Ministère, et que quand on en a parlé au directeur, il a tout de suite dit on fait la première édition dans quelques mois. Donc on s'est lancé, et donc la première édition des ateliers critiques du Famille Ministère vient d'avoir lieu au mois d'octobre. Et donc, je ne vais pas être long là-dessus, mais en quelques mots, de quoi il s'agit? On a emmené un certain nombre de gens habiter tous ensemble au Famille Ministère. Donc au Famille Ministère, il y a des appartements qui sont des appartements qu'utilise le Famille Ministère pour recevoir des artistes en résidence, des gens qui viennent pour ceci, pour cela. Et donc on a occupé tous les appartements libres du Famille Ministère, où on a habité ensemble pendant 3 jours avec un certain nombre de gens invités, avec cette idée que si les gens habitent ensemble, ils apprennent à se connaître, donc éventuellement ils commencent au bout d'un certain moment à se parler autrement qu'ils se parlent dans un colloque, comme ça, qu'une fois qu'on a bu des coups ensemble, qu'on s'est un peu engueulé à table, etc., c'est plus facile le lendemain, dans le cadre d'une discussion, de se dire vraiment des choses. Donc il y a cette idée, voilà, d'essayer de fabriquer une sorte d'intimité entre des gens qui ne sont pas des intimes. C'est inviter des gens qui ne se connaissent pas, surtout pour pas faire un truc de copinage, etc., mais d'essayer d'acculturer les uns aux autres des gens que nous on considère comme différents, mais qui peuvent s'intéresser les uns les autres. Et puis, ce n'est pas tout le programme des ateliers critiques, mais ne pas demander aux gens de parler de leur travail, mais de parler du travail des autres. Donc il y a tout un dispositif critique un peu croisé, donc machin parlait de truc, truc parlait de bidule, bidule parlait d'un tel, etc. Alors ça a marché moyen, parce que ça demande une préparation, et enfin nous on sait faire ça, mais en fait quand on demande à des producteurs d'être des critiques, ça leur vient pas comme ça. Donc il y en a qui ont très très bien fait et d'autres moins bien. Et donc il s'est passé
plein de choses pendant ces 3 jours. C'était assez passionnant. C'était un événement semi-public, c'est-à-dire que le public n'était, on en parlait tout à l'heure, par rapport à cette salle assez vide, le public n'était qu'un public invité. Et quand les gens sont invités, en fait, ils viennent. Ils viennent parce qu'ils ont été choisis comme public. Donc il y avait une dizaine de participants de premier plan, nous plus 7 invités, et une trentaine, quarantaine de gens du public. Donc, le public était restreint, ce qui a permis aussi aux gens de participer, etc. Tout le dispositif spatial au Famille-Ministère, enfin, les choses se sont passées dans plein d'endroits différents du Famille-Ministère. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un endroit avec des situations très différentes, très intéressantes. Et voilà. Et alors tout ça, l'idée. Après, comment cet événement se situe dans le cadre de la revue? L'idée aussi, et ça je ne sais pas si on y arrive vraiment, mais c'était aussi de faire le contraire de ce qu'est une publication d'événements, de colloques. Ouais. On fait un colloque et on publie après comme une chose morte. Dans les colloques, en fait, on écrit les papiers avant, on les envoie avant, on arrive, on récite son truc, tout le monde l'a déjà lu, et puis après on republie une deuxième fois le truc en public, et ça. C'est quand même très stérile en termes de la manière dont ça peut alimenter la pensée, quoi. Et donc l'idée, c'était de dire que l'événement vivant allait plutôt être le résultat d'un travail qui était fait que c'était plutôt un point de départ, quoi, plutôt qu'un point d'arrivée. Donc en fait, il se trouve que cette question dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'austérité, c'est un truc dont on parle depuis 1 an, etc., dans la rédaction, et puis on n'arrivait pas à... Oh, c'était un os sur lequel on butait. Et on s'est dit, on va sortir de cette impasse en parlant avec d'autres gens. Donc on a déclenché l'événement vivant à partir d'une réflexion entre nous qui n'avait pas abouti. Et l'événement vivant va évidemment produire un certain nombre de réponses à cette question qu'on s'est posée. Donc on essaie de trouver un moyen dont ces 2 choses-là vont pouvoir marcher ensemble maintenant. Donc maintenant, Criticat, c'est 2 numéros par an et un événement vivant par an. Donc, je conclus. C'était trop long, je pense. Bon, ça, c'est quelques photos de la manière dont c'est passé. Donc, ça, c'est dans le cadre du théâtre du Famille-Ministère, qui est un endroit absolument génial, quoi. Donc, comme on m'a demandé de me présenter, donc, mes centres d'intérêt, c'est la critique et l'histoire de l'architecture, ça je pense que c'était clair. Donc, je rappelle que je ne suis spécialiste de rien, je ne veux jamais être spécialiste de quoi que ce soit. Je pense que l'idée d'être spécialiste, c'est un truc qui m'effraie complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de contribuer au débat critique, parce que comme historien, j'ai fait le constat que je pense que c'est très important pour... c'est ma manière d'être auprès des gens qui sont des producteurs. Et je pense que les cadres pour faire cette chose-là, je pense que c'est à la fois bien sûr l'enseignement. Donc moi, quand même, l'essentiel de mon activité, c'est de l'enseignement. Et ça se fait de la première année au diplôme et à l'encadrement des thèses. L'autre manière de le faire, c'est quand même de participer comme historien, un certain nombre de colloques internationaux, etc., dans des formes que je réprouve, comme je viens de le dire, mais il n'y a pas de choix, il faut bien y participer, et on peut quand même faire des choses. Donc je fais souvent des conférences et je participe à des colloques. Et puis, bien sûr, donc, à travers la question d'écrire dans les revues et dans Criticat, et donc en espérant qu'on arrive à faire évoluer cette revue. Et je pense que tout ça, c'est voilà, une autre manière d'être architecte, un peu différente, mais je persiste et je signe. Voilà, c'est une autre manière d'être architecte. Voilà. Bon, ça c'était peut-être un peu long, mais si vous avez des questions. Oui, je vous remercie pour cette présentation. Est-ce que donc, tout le monde connaît bien les bâtiments de FRAC, ou vous voulez bien que je vous le montre rapidement? Parce que ce n'est pas forcément... C'est des lieux qui, en effet, sont souvent beaucoup plus connus par rapport à leur architecture. Qu'est-ce qu'on fait? Et les plateaux de Paris, par exemple, étant un lieu plutôt obscur, où on va relativement peu, et qui souvent, d'ailleurs, a beaucoup plus à voir avec les volontés d'Xavier Franceschi que autre chose. Comment on sort de cette magnifique... échappe. Non. Il n'y a pas de... Tout à l'heure, j'ai fait ça. Échappe. Voilà, vous avez raison, c'était par là. Donc, juste pour revenir... non, je ne veux pas. Donc, juste pour montrer rapidement de quoi il s'agit. Donc, en effet, vous avez consacré un dossier des 3 articles au FRAC, et certains des exemples qu'on abordait, c'est notamment les FRAC Centre Orléans, qui a été bâti par Dominique Jacob et Wanda McFarlane, c'est comme ça que ça se dit,
Et donc, est-ce que vous voulez le commenter ou je raconte un peu en résumé? Non. En fait, le principe est qu'on a demandé donc de faire ces nouveaux bâtiments qui n'hébergent pas, effectivement, il n'y a pas les salles d'exposition là-dedans, c'est plutôt l'entrée, la billetterie et une salle de conférences. Les principes étaient d'une projection dans l'espace. C'est un hommage aux bâtiments existants qui sont autour. Voilà, donc après je ne sais pas comment. Oui, en fait, c'est par. Comment on appelle ça? Projection. C'est un respect du contexte. En fait. Oui, c'est ça. Donc, on a pris les bâtiments autour et on a fait des projections. Donc, théoriquement, c'est en effet un hommage au contexte. Donc, dedans, ça produit des espaces extrêmement intéressants, très pratiques à être utilisés. Voilà, ça donne des espaces en effet avec une structure tubulaire qui est un peu, qui est quand même un peu difficile à investir. Notamment, on est très loin du White Cube, mais comme on n'expose pas les pièces, on n'est pas non plus dans la contrainte d'un espace muséographique. Et la nuit, ça s'illumine. Donc, ça, il y a ce côté un peu canard, comme aurait dit Robert Venturi, pour héberger des données qui sont récoltées dans l'environnement. Donc, c'est censé être quelque chose de très en lien avec le contexte. Après, de la part des habitants, ça a été reçu moyen, parce qu'effectivement, c'est assez envahissant comme édifice. Et celui-là, c'est le FRAC Marseille de Kengo Kuma. Qui à l'intérieur un bâtiment à ma connaissance un peu plus classique, mais qui a cette qui marche assez bien, voilà, qui fait son travail et qui dehors a cette façade disons de miroir pixelisé qui change beaucoup son effet selon le climat. Quand il fait beau, ça marche encore, quand le soir tombe, c'est très gris, c'est un bâtiment plutôt classique, je dirais. Et donc là, le FRAC Nord-Pas-de-Calais, donc les principes est que donc, la Catonnet Vassal était censée réaménager cette hall qui faisait l'objet où on bâtissait des bateaux, et ils ont décidé plutôt de laisser intoucher la hall pour bâtir un autre bâtiment à côté qui rassemble l'ensemble des fonctions d'exposition. Donc voilà, là c'est les bâtiments, donc ils travaillent beaucoup sur la... Et donc c'est tout. Après on avait quelques photos du familistère de Guise, juste pour voir qu'est-ce que ça donnait dedans. Donc effectivement c'est un lieu assez extraordinaire. Les principes est celui de Charles Fourier bien sûr, mais pour des familles. Et donc c'était l'inventeur de la poêle en fonte qui avait décidé de bâtir ces lieux pour ses ouvriers. Donc c'était une utopie je pense, d'un certain point de vue. Donc bon, je vous remercie pour cette présentation. Moi, personnellement, en tant que journaliste et chercheuse, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont transférables, notamment dans les logiques de fonctionnement de la presse commerciale, ou en général dans cette idée de la possibilité d'avoir un sommaire et d'orchestrer un contenu. À la fois, je trouve que ce parcours qui est construit sur les signes de l'indépendance est très intéressant aussi parce que ça montre comme il y a une perméabilité des frontières entre la pratique et la recherche qui, du point de vue des chercheurs de l'université, est très peu mis en avant. Donc on parle rarement, les doctorants ont rarement des compétences, ou se destinent très rarement à une activité professionnelle, ils connaissent très peu les logiques de fonctionnement des centres culturels, ils n'ont pas une formation professionnelle. Disons que l'université entretenant une sorte de barrière invisible entre ces deux domaines des compétences. D'où le fait que souvent les chercheurs en histoire de l'art contemporain connaissent relativement mal aussi la question de FRAC. Donc je trouve que c'est un témoignage presque méthodologique de comment on peut travailler, de comment on peut aussi être honnête dans le fait que Criticat, en effet, se remet à son public. Donc c'est un produit qui marche autant que quelqu'un le lit. Ce qui est effectivement très très rare dans les revues aujourd'hui. C'est presque inexistant, je le dis par rapport à mon expérience personnelle. Donc, personnellement, après, effectivement, comme toute la critique, c'est une critique qui prend position. Donc, on peut être d'accord ou pas. On peut cautionner le palais de Tokyo, on peut trouver que c'est un bâtiment super, on peut trouver que c'est naze. Donc, c'est effectivement, mais justement, la fonction de la critique, c'est de poser de questions, donc même de susciter du débat. Et il en est de même pour les FRAC, dont beaucoup de gens sont ravis, parce qu'effectivement, c'est des étendards régionaux qui ravissent un peu tout le monde. Les habitants de la région en sont contents, souvent, les gérants surtout en sont encore plus, mais en effet, il est vrai que depuis qu'ils ont de nouveaux bâtiments, ils consacrent beaucoup moins de leur budget à l'achat des œuvres. Sachant qu'il y a eu une exposition qui s'est passée au FRAC des Rouen, qui s'appelle l'Inventaire, où en effet, on avait décidé d'exposer toutes les œuvres qui avaient été achetées au cours des années par les différents directeurs de FRAC, et on se rend compte effectivement que les FRAC n'achetaient pas que des chefs-d'œuvre. C'est ce qu'on tend à croire, mais effectivement, ils avaient comme d'habitude, selon les directeurs, d'acheter beaucoup d'objets qui aujourd'hui ne valent pratiquement rien. Dans toute une époque, dans les FRAC des Rouen, on achetait que des objets en verre, qu'aujourd'hui ont des coûts de maintien absolument abominables, et qui ne sont plus du tout des chefs-d'œuvre, ça devient presque de l'artisanat local. Mais c'était aussi la beauté des FRAC, donc le fait de parier sur des créateurs qui parfois réussissaient, parfois ne réussissaient pas, et d'avoir donc des collections parfois qui ne sont pas très homogènes non plus.
Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir des lieux d'exposition oblige d'acheter des pièces, donc à des impacts réels sur la politique culturelle du FRAC, qui s'oblige en quelque sorte à acheter souvent d'ailleurs des multiples. Donc souvent, ne pouvant pas acheter une pièce d'un artiste, ils achètent de la graphique, ou ils achètent des dessins, ils achètent des livres d'artistes, donc se spécialisent dans des secteurs marginaux. Et ça répond au fait qu'on ne peut pas exposer des pièces qui ne sont pas des chefs-d'œuvre. Si on a un lieu d'exposition, on doit acheter des pièces exposables. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez raconté des Criticat, c'est qu'on voit effectivement quel lien l'architecture peut avoir, et aussi ses retombées, et le fait que l'architecture est à la fois le signe d'une politique culturelle, et elle entraîne aussi des certaines conséquences des politiques culturelles qui sont tout à fait intéressantes aussi pour des chercheurs d'histoire de l'art et d'histoire de l'art contemporain notamment. Donc moi je vous remercie d'être intervenu. Après je n'ai pas j'ai des questions un peu personnelles. Moi personnellement, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez du Palais de Tokyo comme lieu d'exposition, mais après peut-être que je vais un petit peu trop loin. Non, je sais pas, est-ce qu'il faut... Non, je sais pas s'il faut que je rentre là-dedans. J'étais content depuis en parler du Palais de Tokyo. C'est vrai, d'accord, on n'en parlera plus jamais dans ce cas-là. Parlons d'autre chose, parlons de ce que vous voulez, mais d'autre chose. Moi j'ai deux questions, mais elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Allez-y. Soit je les porte, je les pose. Allez-y, les unes après les autres. Alors, la première c'est est-ce que c'est la fin de l'architecture? Est-ce que c'est la fin de l'architecture? Il y a on a des articles dans le monde qui sont parus notamment sur le sujet. Il y a Maria Cameron Vargas qui a beaucoup écrit aussi sur cette question. Il y a un livre qui est sorti sur les architectures en juin. Et du coup, voilà, ça annonce la fin des architectures. Donc, quel est votre avis sur le sujet? Et une deuxième question, qui porte sur Boltanski. Il est perçu parfois comme réactionnaire aujourd'hui. Il a écrit un bouquin aussi en 2015, je ne sais pas si vous l'avez lu, sur l'éthicisation du monde, que je trouve particulièrement intéressant. Et du coup, voilà, votre avis, si finalement c'est un auteur qui vous intéresse toujours dans vos écrits et intimement. Je dois dire que j'ai un peu... je me suis un peu éloigné de tout ça depuis quelques années. C'est vrai que ça a été très important à un moment. J'ai lu d'autres livres. J'ai lu le livre sur la critique qu'il a fait il y a 5-6 ans. Il a fait un livre aussi vraiment bien sur... il y a un livre assez génial, un petit livre, où il raconte la création des actes de la recherche en sciences sociales. Comment cette revue a été créée, comment elle était... ça m'a vraiment intéressé par rapport à la création de la revue, etc. Mais ça a raconté un moment très fort de l'école des hautes études et voilà, de tous ces jeunes chercheurs autour de Bourdieu et de la création de tout ça. Alors, sur son travail théorique plus récent, en fait, je dois dire que je ne sais pas grand-chose. Je ne sais pas grand-chose, donc je ne me prononcerai pas vraiment là-dessus. Sur l'histoire de la star architecture, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, je pense que c'est pas prêt de disparaître, parce que je pense qu'il y a toujours beaucoup d'argent, que c'est beaucoup une question liée à l'argent. Je pense que d'une certaine manière, les choses ne vont faire qu'empirer, quoi. C'est-à-dire que l'architecture est en train de perdre, va très mal, c'est-à-dire que la production architecturale est de plus en plus mauvaise, elle est soumise à de plus en plus de contraintes, et paradoxalement ça a tendance à mettre de plus en plus de lumière sur les stars, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'architecture c'est quelques stars qui fabriquent quelques programmes exceptionnels dont tout le monde se gargarise, et derrière ça c'est un champ de ruines, c'est un champ de ruines complet, quoi. C'est-à-dire que les architectes n'ont absolument plus les moyens de travailler, ils ont vraiment une vie mais infernale, quoi, impossible. Et moi je crois qu'il y a, c'est un truc auquel je m'intéresse depuis assez longtemps, c'est le rapport entre l'architecture d'élite et l'architecture commune. Et en fait, en tout cas pendant longtemps, en Europe, il y avait une vraie articulation. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui déjà faisaient des musées d'art contemporain, mais aussi du logement. Il y avait dans l'accession à la commande des articulations. Alors qu'on est passé dans un système complètement... c'est deux mondes en fait, quoi. C'est-à-dire que... Et c'est vrai à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. C'est un petit nombre de gens qui ont accès à des commandes complètement exceptionnelles, avec des honoraires complètement exceptionnels, et qui ne font absolument pas le même métier que les autres. Jean Nouvel, il est à 18% d'honoraires. Aujourd'hui, un architecte normal
il répond entre 5 et 6% d'honoraires. Donc ils ne font absolument plus le même métier, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les mêmes moyens, ils n'ont même plus le même rapport au réel. En termes de commandes, ces gens-là répondent à une commande extrêmement homogène. Hein. C'est des hôtels de luxe, des bâtiments culturels, exclusivement. Ils ne touchent plus du tout à d'autres types de commandes. En fait, quoi. Ce qui est complètement le contraire, par exemple, historiquement, quelqu'un comme Le Corbusier, le lundi, il faisait des logements sociaux, le mardi, il faisait un palais des congrès en Inde, le mercredi, il travaillait sur... C'était des gens qui avaient une pratique extrêmement variée et qui, du coup c'était l'architecture. Alors que là, c'est plus du tout ça. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ne font que des musées d'art contemporain. Alors, on fait que des musées d'art contemporain, on fait plus d'architecture, on fait des musées d'art contemporain. Donc je pense pas que je pense que les structures financières de la commande, etc., ne vont pas faire disparaître la star architecture, malheureusement, loin de là. Est-ce que vous pensez qu'en effet les fondations d'art sont un peu un bassin de ce type d'architecture? Parce que c'est vrai que ça catalyse des noms qui sont un peu toujours le même. Donc Pilas qui travaille à la fois sur la fondation Prada et sur la fondation Lafayette, actuellement la fondation Vuitton. Donc c'est un petit nombre de mots qui reviennent assez fréquemment. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet... Non mais par exemple, un truc qui est certain, c'est que l'exposition d'art, on pourrait dire que c'est pas vrai, mais c'est quand même vrai. C'est quand même pour les architectes un des programmes où on peut avoir le plus de liberté. Par exemple, faire un hôpital, c'est infernal. Faire un hôpital, c'est un truc aujourd'hui, un hôpital contemporain, c'est un truc de malade. Il y a tellement de contraintes techniques, normatives, etc., que moi je pense que les gens qui font ça, ils prennent leur pied d'une manière ou d'une autre, mais je veux dire, architecturalement, il y a zéro possibilité. Un lieu d'exposition, je veux dire, une fois qu'on a réglé les problèmes de sécurité incendie, d'accessibilité handicapée, etc., on peut quand même faire plein de choses. Donc du coup, c'est très attractif pour les architectes. Et ils ont tous envie de faire des trucs comme ça. Ils se battent pour faire des trucs comme ça. Ils se battent pour faire... Donc ça reste extrêmement désirable. Et en plus, c'est un monde dans lequel il y a de l'argent. Donc au mètre carré, on est prêt à en dépenser. Hein. La fondation Louis Vuitton a coûté 1 milliard à construire. 1 milliard. Donc voilà, c'est quand même une carotte terrible pour une agence. Si ça a coûté 1 milliard, ça veut dire que Franck Gehry, il a eu 100 millions d'honoraires. Il peut en payer des salariés pendant longtemps. Vous tenez d'où le chiffre, la source de ce chiffre? D'un chef de projet de chez Gehry. Alors après, on dit entre 800 millions et 1 milliard. Ils sont 1 milliard pour faire un chiffre rond, mais c'est de cet ordre-là en tout cas. Non, Ce qui en fait au mètre carré construit le bâtiment le plus cher du monde. Non, je t'ai pas coupé. Moi j'avais une question, c'est sur la transparence en fait. Parce que enfin, la transparence est extrêmement présente dans l'architecture contemporaine. Vous parliez par exemple du FRAC du Nord de Dunkerque. Vous parliez aussi de la Fondation Vuitton. Alors, il y a l'idée que ça se rattache aux expositions universelles, aux bâtiments d'exposition universelle comme le Grand Palais, etc. Mais pourquoi il y a autant de transparence dans l'architecture aujourd'hui, de vitres, pourquoi partout? Est-ce que c'est vraiment lié à l'époque? Est-ce qu'il y a une histoire continue? Est-ce qu'il y a des moments où il y a eu beaucoup ça et puis ça a disparu, maintenant ça revient? Pourquoi ça revient, etc. À cette question, bon, c'est une question très ancienne, très liée à l'architecture moderne, au mouvement moderne, très liée à l'idée. Si, quelque part, alors si vous voulez vraiment connaître les origines de ça, au début c'est une pensée hygiéniste, quoi. C'est-à-dire que la lumière naturelle, voir dehors, etc., c'est le contraire de l'enfermement, des miasmes, etc. Donc les architectes modernes, l'esthétique de la transparence, elle est basée sur ça, c'est-à-dire que voilà, on voit la nature, il y a un rapport entre eux. C'est finalement un moyen d'établir un rapport entre l'intérieur et l'extérieur, tout en conservant deux climats différents, quoi. Donc, par exemple, cette question du rapport entre l'intérieur et l'extérieur, c'est aussi une valeur forte
problème. C'est pas du tout quelque chose de contemporain, la question de la transparence. C'est même une histoire du XXe siècle, du début du XXe siècle, quoi. Alors après, elle est présente aujourd'hui, mais alors je suis pas d'accord avec vous, hein, il y a de moins en moins de verre. Par exemple, le drame contemporain, c'est le développement durable, donc c'est l'architecture BBC, et qui dit architecture BBC dit une réduction absolument drastique des surfaces vitrées. Si vous regardez les logements contemporains, c'est des maisons pour vampires. Il n'y a plus de lumière qui rentre, c'est absolument effrayant. Parce que c'est ça qu'il faut regarder, il ne faut pas regarder les quelques bâtiments publics de luxe, voilà, il faut regarder dans les banlieues, dans les campagnes, les logements qu'on construit aujourd'hui, c'est des fenêtres comme au Moyen-Âge. Hein. Parce qu'en fait, pour atteindre les seuils d'isolation contemporaine, vous êtes obligé Donc, alors, il y a quand même des limites en termes de luxe, parce qu'on ne veut pas empêcher les gens d'avoir la lumière du jour, mais on a vraiment atteint des limites. Et les bâtiments sont beaucoup moins transparents et beaucoup moins clairs qu'ils étaient il y a encore 10 ans. C'est vrai que je parlais plus de... Et par exemple, la question des doubles vitrages, des triples vitrages, etc., même sur des questions qui sont, alors pour les non spécialistes, vous rendez peut-être pas compte, les menuiseries, c'est super important les menuiseries. C'est ça qui fait la tête d'un bâtiment. Mais les menuiseries contemporaines, les clairs de vitrage, on a perdu 20 à 25% en 20 ans, en fait. C'est-à-dire que pour toutes ces questions d'isolation, etc., il y a de moins en moins de surfaces vitrées. D'où le fait qu'elle. Donc voilà, une façon de répondre à votre question, c'est que c'est pas vrai, c'est que l'architecture est de moins en moins transparente. Mais alors ça dépend parce que... Donc la fondation, ça devient un symbole de luxe. Oui, donc, voilà, c'est parce ce que j'allais dire. Du coup, si on prend le FRAC du Nord ou la fondation... Oui, mais le FRAC Vuitton, du Nord, les plaques de verre, elles sont accrochées sur une façade en béton. oui, mais sur le bâtiment à côté... Non, mais du coup, le verre devient un ornement, mais le Oui. verre n'est pas un objet de transparence. Oui, mais même en tant qu'ornement, je veux dire, ça reste, il y a toujours cette idée quand même de rapport à l'extérieur, etc. Et puis il y a la Fondation Vuitton où il y a eu tout un discours extrêmement Oui, mais relayé sur justement la question des fameux panneaux de verre, de vitre, comme ça, transparent, etc. Avec la question du reflet avec l'extérieur, parce que c'est au niveau du bois de Boulogne, donc de la verdure. Enfin, c'est quand même quelque chose qui vient beaucoup d'avant en termes de discours. Mais on s'en fout un peu de la Fondation Louis Vuitton, non? Bah non. Non, mais C'est quand même par important en exemple, termes le verre dans de la discours Fondation Louis Vuitton. d'architecture. Alors, Après, si vous voulez me lancer sur la Fondation Louis Vuitton, moi je trouve que par exemple les espaces d'exposition sont extrêmement médiocres, par exemple, et que tout ce verre, toute cette débauche d'argent, tout ça pour produire les espaces d'exposition que ça produit, c'est quand même pas très réussi, quoi. Donc c'est du pur signe, ce Voilà, mais verre. alors à quoi ça correspond? Et ben c'est du signe, ça montre que ça vaut 800 millions. Donc Ça là, on montre en que vient ça à la vaut cher. question que la transparence et le verre, etc., c'est un symbole de luxe aujourd'hui. Non, mais là vous confondez. La transparence n'est pas associée au verre. Le verre de la Fondation Louis Vuitton, c'est pas de la transparence. Ça permet pas de regarder du dedans vers le dehors. C'est juste du matériau cher qui montre qu'il est cher, quoi. Et d'ailleurs, à Bilbao, c'est du titane. Vous voyez, Oui. donc ça peut être du titane, ça peut être du verre, peu importe. Ce que ça montre, c'est ostentatoire, en fait. Est-ce que vous pensez que les catégories du canal et de l'hangar décoré peuvent marcher pour ça? Parce que ça devient des signes, enfin, le fait de mettre des surfaces transparentes ou étincelantes, je dirais, plutôt des choses qui réfléchissent la lumière. C'est la principale caractéristique de la Fondation Vuitton, c'est que ça fait des lumières quand même. Oui, bien sûr. Alors, après, la question c'est du signe, oui, mais quel est le signifié? Ah ben c'est autoréférentiel. Donc il n'y a pas de signifié en fait, c'est du pur signe en fait, quoi. Oui, mais moi, Ça ne dit juste rien. par rapport à ça, moi je vais vous dire, j'ai beaucoup discuté avec un ingénieur qui a travaillé sur tout le projet de la fondation et il me disait que ils ont proposé systématiquement différentes solutions. Voilà, et c'est quelqu'un qui travaille avec des artisans dans le centre de la France, donc il y avait différentes solutions qui étaient proposées Aux à clients, Vuitton, ils ont toujours choisi le plus cher. Ils ont toujours choisi le plus cher. Ouais. C'était le seul critère. Mais ce qui est intéressant. Mais c'est évident que c'est comme ça. C'est dans la bagarre entre Pinault et Arnault, c'est un truc de qui va pouvoir dépenser le plus d'argent pour montrer qu'il est le plus riche, parce que dans cette stratégie mondiale. Donc c'est un pur objet ostentatoire. Oui, d'ailleurs, à ma connaissance, il y a très peu, c'est aussi la spécialisation qui fait ça, mais il y a très peu de gens qui ont parlé de la muséographie. C'est-à-dire que, par exemple, dans la presse spécialisée en contemporain, on a vanté l'énormité des pièces qui sont présentées. Donc c'est gigantisme partout. C'est très courant dans la presse commerciale, d'ailleurs, d'art contemporain. Alors que dans l'architecture, on a parlé du bâtiment. Et il y a relativement peu de choses qui ont été faites sur le fait que la muséographie alterne quand même des salles très grandes à des salles très petites et qu'au final, visiter la
fondation n'est pas une belle expérience. Genre, en général, ce n'est vraiment pas. Ça ne met Il pas y a, du tout en il y a avant des le lieux parcours d'exposition du qui font vraiment avancer les choses, qui proposent des dispositifs vraiment intéressants, etc. C'est pas le cas de la Fondation Louis Vuitton. Non, ça, c'est sûr. J'avais une toute autre question, plutôt par rapport à la place de l'histoire dans les revues. Quelque chose qui m'a beaucoup choquée, c'est la différence entre, par exemple, Opposition, la revue Opposition, Casabella, qui était très portée sur l'histoire avec des très grands critiques comme Reichling, Cohen, etc. Et les revues aujourd'hui, surtout les revues françaises, je ne connais pas assez les autres, où en fait on voit effectivement. Comment? Il n'y a pas d'histoire. Non, voilà. Même parfois, enfin, quand ça fait des semaines, ça intervient comme pigiste, même dans les thèmes, en fait, c'est toujours de l'actualité, comme vous disiez. Est-ce que vous, dans votre réflexion comité éditorial, enfin, vous aviez pour objectif de placer l'histoire aussi au cœur de votre revue? Moi, je ne vois pas comment on peut. Boltanski, il dit l'histoire, c'est en revenant sur la manière dont les choses se sont passées comme elles se sont passées, on peut montrer qu'elles seraient pu se passer autrement. Donc on dénaturalise le réel. Donc c'est essentiel. C'est-à-dire que l'histoire, c'est ça qui nous permet de comprendre les rationalités des choses telles qu'elles sont. Ou alors on considère les objets uniquement dans leur essence, quoi, comme ils sont là au présent. Mais moi, je ne sais pas, quand je regarde un bâtiment, je ne conçois qu'il est comme ça parce qu'il a été construit comme ça. Donc, dès qu'on commence à regarder comment il a été construit, d'où est-ce que c'est venu, etc., c'est faire de l'histoire. Donc les fracs, pour comprendre pourquoi le frac est comme ça, il faut forcément, à un moment, on en revient à la création des fracs. Donc, moi je pense que la dimension, la question de l'histoire est absolument essentielle et on ne peut pas faire de critique sans faire d'histoire. C'est quelque chose qui m'a choquée parce que dans les revues d'archives contemporaines, moi je suis historienne et ça me semblait complètement opaque parce que en effet c'est un vocabulaire qui ne parle qu'aux architectes. Parce que tout est toujours présenté, tout est présentiste, quoi. Tout est dans un présent dont on ne sort pas, quoi. C'est-à-dire les objets, il n'y avait rien et il y a quelque chose. Et, hein, c'est le néant et il y a le génie créateur de l'architecte artiste, et pouf, c'est là. Et on décrit la chose dans son présent, ça n'a pas de futur, ça n'a pas de passé, il n'y a pas de process, tout est immanent. Et oui, les gens qui écrivent dans les revues écrivent comme ça. Alors effectivement, alors après, il y a plein de. Avant, il y avait beaucoup de critiques qui avaient des formations d'historiens. C'est de moins en moins le cas. Par exemple, dans les revues commerciales, les gens qui écrivent aujourd'hui sont des journalistes. Ils sont ni architectes, ni historiens, ni quoi que ce soit. Ils ne savent absolument pas sur quoi ils écrivent. À l'architecture d'aujourd'hui, les gens qui écrivent sont des journalistes, quoi, qui ont fait l'école de journalisme de Lille. Ils ont fini à l'architecture d'aujourd'hui, mais ils auraient pu finir à Automagazine. C'est juste le sujet qui a changé. Eux, ce qu'ils ont appris, c'est des techniques pour régurgiter le dossier de presse. Les revues dont vous parlez, Casabella, toutes ces revues d'architecture avant, elles n'étaient pas du tout faites. Il n'y avait pas un journaliste dans ces revues-là. Il y avait des architectes et des historiens. Donc des gens qui connaissaient le sujet et qui avaient appris un peu sur le tas la rédaction, le travail éditorial, etc. Donc c'est vrai que ça a complètement changé. Une revue comme AMC, qui est quand même la revue commerciale française d'architecture la plus vendue, je crois qu'aujourd'hui, l'intégralité de la rédaction, il n'y a pas un architecte. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut être architecte pour parler d'architecture, enfin, ça aide un peu. Moi, je conseille d'être architecte défroqué pour parler d'architecture. Ce genre de discours, moi, ça me fait penser à la notion de régime de temporalité. Donc, c'est un ouvrage de François Hartog dont on a beaucoup débattu à l'OHESS, tout en s'attirant un peu le cheveu comme on fait d'habitude. Le présentisme, oui, on est en plein l'idée dedans. du présentisme qui, bon, la lecture que François Hartog fait des régimes de temporalité peut être cautionnée ou pas parce qu'elle est un peu mécaniciste, mais c'est vrai que cette idée d'actualité est présente en architecture et elle l'est encore plus en art contemporain. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qui est aujourd'hui jeunes artistes, la jeunesse est devenue une valeur absolue. La presse est continuellement à la demande de jeunes créations, des choses qui seraient nouvelles sans cesse. Donc effectivement, quand on parle des revues d'archi, on est en train de parler aussi de l'actualité des revues d'art contemporain. Où en effet, on n'a pas de spécialistes de la création actuelle parce que c'est juste question de rédigérer ce qu'on offre comme information. 3 jours plus tard, ce n'est plus d'actualité, donc ce n'est plus le cas d'en parler. On se demande aussi qu'est-ce qu'il en est de toute cette actualité après. Des jeunes artistes en tout cas, parce que bon, peut-être qu'il. Oh ben, il y a toujours des gens plus jeunes.
Oui, mais c'est ça. Mais... C'est ça qui est bien avec la jeunesse, c'est que Oui, c'est un éternel recommencement. Il y a toujours, dans le monde de l'architecture, on a les albums de la jeune architecture, et puis il y a une fournée tous les 2 ans comme ça. Alors ça se renouvelle éternellement. Quand on l'a eu il y a 2 ans, on est déjà un vieux, on a déjà disparu dans la masse, mais il y a toujours une nouvelle fournée qui arrive. Et ce qui est formidable, c'est que nos institutions sont à l'origine de ça. Enfin, elles ne vivent que de ça. Le ministère de la Culture ne vit que de ça. Le pavillon de l'Arsenal vit de ça. La Cité de l'Architecture, il ne fonctionne que comme ça. Il s'auto, tout est une auto-confirmation. Si vous avez suivi, là, on a eu le choix des commissaires pour la Biennale de Venise d'architecture. Alors, c'est absolument formidable. On lance un concours, on remet des trucs et on choisit qui? On choisit le Grand Prix national d'architecture associé aux gens qui ont gagné les albums de la jeune architecture. Donc, le ministère de la Culture dit regardez, nous avons choisi des gens que nous avons déjà décorés, donc nous avions raison. Ils étaient bons. Mais je pense que, bon, oui, enfin, c'est pour ça. C'est pour ça que je pense que même si l'espace est extrêmement petit, je crois vraiment à la nécessité de la critique. Je crois vraiment que le seul moyen de faire ces choses-là, c'est de complètement sortir de toute institution. Je veux dire, il faut avoir sa propre boutique, complètement indépendant, ne dépendre de personne, si ce n'est des gens à qui on s'adresse. Mais dès que moi je crois qu'il est totalement impossible aujourd'hui à l'intérieur d'une quelconque institution de faire quoi que ce soit d'intéressant. Il y a des logiques systémiques qui font que c'est absolument impossible. Je pense que c'est impossible de faire une bonne exposition à l'architecture. Je pense que c'est complètement illusoire. C'est-à-dire que les faisceaux de déterminants qui sont là empêchent. Moi j'ai été il y a quelques années, à un moment, ça a été une expérience très brève, mais j'ai assisté quelqu'un qui avait une exposition au pavillon de l'Arsenal, mais c'était dingue, il changeait les adjectifs, quoi. D'ailleurs, un jour aussi, ils m'ont demandé un texte, mais c'était incroyable. J'avais écrit dans un article à propos de l'American Center de Frank Gehry qu'il y avait des erreurs manifestes de maîtrise d'œuvre. À la correction, ils ont remplacé maîtrise d'œuvre par maîtrise d'ouvrage. Parce que ces gens-là ont peur de leur ombre, quoi. Et qui sont tellement dans un rôle en fait d'accompagnement, voilà, ils sont incapables de prendre le moindre risque. Ça n'aurait fait prendre aucun risque. Franck Gehry ne serait pas venu se venger à Paris du pavillon d'Arsenal, qu'est-ce qu'il en a à foutre, etc. Mais les gens qui sont à la tête de ça se disent oh là là, il ne faut pas fâcher les uns, il faut surtout pas, il faut. Donc c'est exactement ce que Colas reprochait dans son truc. Il disait tous ces gens-là sont des représentants de commerce. Ils croient qu'ils doivent être les représentants de commerce des gens dont ils parlent. Et je pense que dans le monde de l'art, à mon avis, c'est exactement pareil que dans le monde de l'architecture. C'est-à-dire que les institutions ne s'imaginent d'autre rôle que d'assurer la promotion des artistes ou des architectes. Au lieu d'être des aiguillons, des stimulants, des gens qui pourraient encourager des initiatives, je ne sais pas, pour le pavillon à Venise, il fallait choisir des jeunes gens intelligents qui avaient des idées bizarres et leur donner l'opportunité de faire un truc que personne n'aurait découvert. Ben non, ils ont choisi les gens qui avaient déjà bien la laisse autour du cou et dont on sait qu'ils ne vont surtout pas faire de vagues. D'ailleurs, on a beaucoup limité leur action de l'os par rapport à Céleste Emotional Paris. Donc on lui a pas permis de faire ce qu'il voulait. Après, ce qu'il voulait. Ouais.